Dans le podcast cette semaine, on revient sur le Fige 2026 en compagnie de Michel Dufrane et du Meeple Jaune. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une émission en direct du Festival international des Jeux de Cannes, un débrief improbable avec le Meeple Jaune. Salut Meeple Paul Gara. Jaune. Ça va? Et toi? Ça va. Bonsoir à tous. Et aussi en compagnie de... Parce que là, on a d'une star. Ah ouais. On a corrompu le jury. Nous sommes avec quelqu'un que vous avez déjà entendu, mais peut-être trop de fois ou pas assez. Michel Dufrane, salut. Goedemorgen, dames en heren. Festival international, il faut faire un peu une voix étrangère. Mais bonjour à tous, j'ai à toutes. Et je pense qu'on m'a déjà trop entendu. Et je vais essayer de faire des pataquès et des trucs comme ça. Des trucs drôles? Des trucs drôles? Non, des pataquès. J'ai fait une mauvaise liaison, tu l'as même pas remarqué. Non, alors en vrai, pour tout dire, il est quand même un peu tard. On est vendredi soir. Ouais. On est déjà un peu de fatigue qui s'est installée, ou peut-être trop de mauvais jeux qui sont... Non, je spoil. On va revenir d'abord, puisqu'on a un juré de l'As d'Or. Il va pouvoir nous rendre des comptes sur cette soirée extraordinaire où nous n'étions pas. Oui, exactement. Ah bah, Voilà. Moi j'y étais, j'ai failli ne pas y être, mais j'y étais. C'est vrai, parce que est-ce que tu as eu un plan finalement? Parce que il faut savoir que ça c'est quand même le fil rouge de tout ce festival pour Michel Dufrane, qui n'a jamais eu de plan pour se repérer. Alors, j'ai obtenu un plan, mais qui m'indiquait pas les lieux où je pouvais et je devais aller, sachant qu'on me donne des coordonnées qui ne correspondent pas aux coordonnées du plan, avec des explications. Et là, je me demande si c'est pas très français, on est en face de trucs. Mais si tu ne sais pas où est le truc, ça ne t'aide pas beaucoup. Donc voilà. Et puis, par contre, j'ai une très bonne nouvelle et je pense que c'est un scoop. L'année prochaine, donc ce sera la 40e édition du festival. Et le jeu que le festival publie pour l'occasion sera fait par Lacerda. Ce sera une pause d'ouvriers. En fait, ce seront des vigies qui déplaceront des barrières nadars. Il faudra gérer des flux de personnes. Et puis alors, vous aurez vous-même, vous ouvriers, il faudra les déplacer. Et ils auront des bracelets de couleur. Et donc, à certains moments, ils arriveront dans une zone qui est normalement la zone où ils pourront rentrer, mais on leur dira non, c'est fermé. Ils devront faire des tours. Et là, on leur dira, vous ne pouvez pas entrer ici. Ils devront aller ailleurs. Et non, franchement, Lacerda, il a d'excellentes idées autour de ça. Il y aura une mécanique super innovante. Et il y aura un taux d'énervement chez les Une gens. jauge. Ouais, une jauge. Voilà, un système de jauge. Alors, il hésitait entre faire une roue ou faire une jauge, voilà. Et ça pourrait générer des événements, mais bon, là, il y aurait peut-être un peu d'aléatoire, c'est dommage. Et il paraît que parfois tu auras des tuiles bonus, tu pourras gagner des plans. Voilà, par exemple. Alors, Il faudra plusieurs fragments pour reconstituer le plan. Il faudra assembler les plans pour comprendre en fait les lieux où on ira. Et puis il y aura des objectifs comme par exemple assister à la cérémonie de l'As d'Or en étant juré et en étant refusé partout et en ne pouvant accéder à aucune porte. C'est intéressant. Voilà. Moi, je me le procure de suite. J'attends ça. avec Précommande, Oui. Kickstarter. Voilà. Je vais déjà aller faire la queue, je pense. Mais ce sera illustré par Yann O'Toole et ça c'est bien. Ah oui, ça, Et surtout, ce sera très clair. Peut-être plus clair encore. Peut-être plus clair encore. Bon, j'aime ce jeu. C'est plus élaboré que Tire sur mon doigt, je trouve. Qu'on avait proposé à un moment, mais ça n'a pas été retenu. Non, mais 40e édition du festival oblige. Il faut quand même un jeu d'un très haut niveau. Bon, alors je pense que Michel Dufrane est très en forme. Parce que vraiment... on commence bien là. Ouais, on commence bien. Ouais. Alors, il y avait un peu d'ironie dans ma voix quand même. Non, pas du tout. Ah, mais non, moi, je suis très... On sent aucune aigreur. Voilà, que les fans de Paul Gara ne se précipitent pas sur le site Philibert en demandant mais où est le prochain Lacerda qui fêtera la 40e édition du festival. T'as un nom ou pas? Parce que... Oui, il nous faut un titre là. Non, c'est titre de travail. J'ai dit que je faisais un scoop, pas trop. Hein. Ouais, pas trop. Ok. Bon, écoute, je ne sais plus quoi dire. Donc, finalement, L'As d'Or. Voilà, on est là. Tu y étais parce que moi, j'ai vu quand même des images, même si je n'étais là. Oui, et je t'ai reconnu. Oui, je suis arrivé. C'était bien. Et alors, c'est marrant parce que tout le monde me dit alors, t'es stressé. Mais stressé par quoi? Pour aller sur scène. Non. Par contre, j'étais hyper stressé en me disant je n'arriverai jamais sur scène. C'était ça. Donc voilà, je pense que Lacerda a plein de bonnes idées. Mais au final, on était tous dans la salle quand même. Hier soir, impossible de rentrer au off. Ils nous disent non parce que nous fermons à 1h. Je leur dis mais il est minuit 37. Oui, mais nous fermons à 1h. Oui, mais il est minuit 37. Et
À un moment, je me suis dit, cette conversation va être très longue. Et à un moment, il sera 1h du matin, effectivement, et nous ne pourrons plus rentrer. Ça, c'est une technique. Ouais. C'est une façon de gérer, justement, ces pions, vigie et le flux. Ouais. Y a pas... Voilà. Bref, l'As d'or. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si vous aviez fait des paris. Bon, pas toi, évidemment, Michel. Si, toi, j'en ai fait. Avais-tu fait un pari avec toi-même? Oui, j'avais fait des paris, moi. Alors, j'ai l'enfant. Ok. J'ai Zénith. Ok. Et Civolution, j'avais hésité avec Arx, mais je suis contente que ce soit Civolution. Et je pensais pas qu'ils mettraient 2 jeux à 2, même si Zénith se joue à 4. Je pensais pas qu'ils mettraient 2 jeux à 2 et je suis ravie. Donc, par rapport à la cérémonie l'année dernière où j'étais stupéfaite à chaque annonce. Là, hier, j'étais sur mon téléphone, j'étais pas à la cérémonie non plus et je regardais défiler les noms qui apparaissaient et à chaque fois, je dis « Ouah, ça c'est bien !» Ouais, ça c'est bien. Donc j'étais contente. Du coup, on dit merci Michel, parce que c'est le seul truc différent. T'as remis les choses. En fait, c'est toi le truc différent. J'étais contente. C'est horrible pour les autres. Non, mais les autres sont très très bons. Mais je pense qu'il y a un facteur assez différent que tu n'as pas évoqué, Paul Gara, ça s'appelle le marché. Il y a quand même le marché, l'endroit où tu peux faire tes courses. Alors par exemple, Stéphane Feld. Et donc cette année, alors que tout le monde décriait l'année en disant il n'y a pas de grands jeux, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de jeux experts, c'est la fin de ça, il y en a marre et tout. Au final, il y avait quand même énormément de choix, et de choix assez représentatifs de ce qu'a été l'année. Donc oui, c'est une année de jeux à 2. Oui, c'est une année où on commence à avoir des jeux qui sont à la fois très classiques et en même temps un peu différents parce qu'on tord des mécaniques, où on amène les joueurs sur des sentiers qui semblent balisés mais qui ne le sont pas tout à fait. Et voilà. Et, alors, je ne pense pas qu'il y ait eu un effet du Fran plus que ça, peut-être dans les blagues et ce genre de choses. Ne nous enlève pas nos illusions, s'il te plaît. D'accord, alors tout est de ma faute. Voilà, c'est ça. Donc on l'a dit, le l'As d'or enfant, c'est pour l'île des Mookies, le Scorpion masqué. Un jeu de Florian Siriex illustré par Sepio. Ouais. Je pense qu'il y avait peu de doutes sur celui-ci. C'était le plus évident. Ouais, le plus évident. Et je pense que. Après, non, mais tu vas pas nous donner toutes les révélations mais je pense que vu de l'extérieur, en tout cas, c'était un peu un jeu qui a été assez. Alors je pense que le jeu partait grandement favori. Oui. Ce qui stressait beaucoup Florian, même s'il disait qu'il n'était pas stressé. Mais à l'analyse un peu à plat, c'est pas si évident que ça parce qu'on a un jeu qui n'est pas un jeu coopératif, alors que c'est quand même la tendance de fond plutôt dans le jeu enfant. Non, c'est un vrai jeu de confrontation, et c'est un jeu à 2 qui n'est pas la tendance de fond non plus dans le jeu enfant, voire même c'est innovant d'arriver avec un petit jeu qu'on peut jouer avant d'aller à l'école ou ce genre de choses. Donc oui, plein de qualités, mais j'étais toujours surpris de voir que tout le monde dise ouais, il est grand favori, favori. Ça me semble pas si grand favori. Ton point de vue sûrement, ouais. Mais toi, t'avais bien aimé, toi, Amélie ? Ouais, j'avais bien aimé, mais bon, moi, je suis pas la cible du tout. J'ai pas d'enfants, donc je trouve que j'ai pas trop de point de vue. On peut dire que tu les aimes. Non, mais je les aime pas. Mais j'ai pas trop mon point de vue là-dessus parce que j'ai pas joué aux 2 autres, donc. Franchement, oui, il était favori et puis j'ai joué qu'à celui-là, donc. Mais quand je l'ai joué, je trouvais ça très bien. Ouais. Après, je l'ai joué entre adultes. Ouais. Et donc là, vraiment, je pouvais pas me positionner. Après, quand je l'avais mis dans mes favoris, c'était par rapport à ce que j'entendais autour et au retour des enfants pour le coup. Moi, j'avoue que j'ai joué qu'à celui-là des 3 et moi, je l'avais pas aimé, donc. Et pourtant, ça peut se transformer en jeu à boire. Ah, du coup, ça m'intéresse, voilà. D'un coup, et donc, quand un jeu enfant peut se transformer en jeu à boire, c'est que c'est un bon jeu enfant. Voilà. Cela dit, les 3 pouvaient se transformer en jeu à boire. Alors, petite anecdote quand même, parce qu'elles sont connues, mais c'est toujours sympa d'agrémenter, je pense. La Valse des fantômes, c'est un jeu que le jury avait vu l'année passée. Ok. Et avait envie de mettre dans sa sélection, et puis les dates ne correspondaient pas, les fameuses dates de sortie n'étaient pas encore comme cette année, une année civile réelle, et ça s'est joué à quelques jours. Et ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à un élément qui est souvent amené par le public dans les commentaires, de dire on oublie les vieux jeux, il n'a pas été oublié. Oui, ils y ont rejoué.
Moi, j'y ai joué à ce moment-là, mais certains membres du jury y avaient joué à l'époque, y ont rejoué depuis. Ok. Et on a entre autres pu voir sur un jeu qui repose quand même sur son Oui, il y a matériel. une histoire de baisse de prix. Ça, c'était après. C'était après ? C'est après. Mais donc, on a aussi pu voir que le matériel tenait. Ouais. Sur Oui, ce- tenait la route, Voilà, oui, tenait c'est la ça, route ouais, et- était résistant. Voilà, et était résistant de ce point de vue-là. Oui, parce que je trouvais parfois, intéressant voilà, de ce décalage. Et la baisse de prix, c'est l'annonce, mais ça, c'est une tradition aussi très allemande, parce que je discutais avec les membres du jury du Spiel aujourd'hui. C'est quand un jeu est nommé ou gagne. Il y a les effets d'une part de coûts de production qui peuvent baisser parce qu'on va en imprimer plus et ainsi de suite, mais il y a aussi cette tradition de baisser le prix pour le rendre plus accessible. ouais. Et donc ça a été le cas, c'est que dès sa nomination, le jury a été informé par l'éditeur que eh bien, ils appliqueraient cette politique-là et baisseraient le prix. Ok. Et concernant l'île des Mookies, moi j'ai joué avec j'ai fait différentes parties, j'ai regardé les gamins qui jouaient ensemble aussi, mais j'ai fait une partie avec une petite fille de 5 ans. Allez, je vais la vieillir, elle doit avoir 5 ans, peut-être 4 ans et demi. Partie qui a duré 45 minutes. Elle lâche rien. Parce qu'elle m'a raconté l'histoire de tous les Mookies. Et j'avoue que c'est un moment ludique pour un adulte qui est assez impressionnant de dire. Je crois que j'ai déjà entendu cette anecdote. Et c'est pour ça que je la Tu répète. Ah, recycles Moi tes aussi. anecdotes. Je recycle pas. J'ai rien mes dit, mais anecdotes. moi aussi. Toi aussi. Je Mais où c'est que je l'ai déjà entendu ? Chez Boris. Ouais. Voilà, j'ai Ouais, regardé je- exprès Oui, parce mais parce que c'était toi et je m'aperçois que tu recycles tes anecdotes et que nous sommes la seconde main. Donc, Quelle déception. Non, c'est Ouais. pas de la seconde main, c'est de la confirmation d'informations. Donc ce n'est pas une fake news. les initiés, il y avait donc Zenith, Tech Time et First Rat. Oh là là, First Rat, personne n'avait vu venir. Oh là là, mon Dieu, que sont-ils fous ? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui avait été enfin, moi, j'y avais joué, je pense en 2020. Ouais. Il y a très 22. longtemps. Hein, ouais. Quand il avait été présenté. Non, je sais pas quel- Et voilà, donc tout le monde, oh là là, incroyable, c'est cette surprise. Bon, ça, je pense que c'est vraiment les commentaires absolument insupportables, puisque il est sorti en français et que c'est quand même la règle. Et donc, on s'en fout bien que les gens y aient joué avant. Bon, c'était Zenith. Moi, j'avoue que j'avais aucun doute sur le fait que ce serait Zenith. Moi, un jeu que je trouve vraiment très bon. Ouais. Et je répète et je maintiens que l'illustration de la couve est horrible. Mais le jeu en général est pas très joli quand même. C'est pas très attirant quand on passe à côté en festival ou ailleurs. Moi, quand je le présente à mes amis pour jouer, je suis obligée un petit peu de m'excuser en disant bon, faites pas attention à tout ça. Le jeu est super. Ah ouais. Donc ouais, physiquement c'est compliqué, mais après c'est quand même la grosse claque. Toi, c'était une grosse claque. Ah oui. ouais, une énorme claque quand j'ai joué la première fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça où je me suis dit mais je jouais qu'à ça pendant un an quoi. C'est vraiment, et peut-être même pendant 10 ans. C'est super, j'y joue toujours autant presque un an après. C'est sorti en février, il me semble. Mars, non, c'est parce que c'est sorti le Février, jour de mon mars. anniversaire. Ah bah voilà, mars. Il est sorti le 21 mars. Voilà, donc j'y joue toujours autant, à 2, à 4. J'épuise. Franchement, je m'en lasse Ouais, pas. 2 à 4, moi je trouve qu'à 4 c'est vraiment canon. Ouais, mais Particulièrement. moi je trouve les deux configs canons. Je trouve le jeu hyper bien fichu. Les iconos qui paraissent au début insurmontables, Non. en fait, en quelques minutes, quand on a l'habitude un petit peu, on capte tout de suite, c'est très clair. Et moi, j'arrive même à le faire jouer à des gens qui sont pas forcément très joueurs. Ouais, les 3-4 premiers tours, ils ont un peu de mal, mais après, ils rentrent dedans et ils vont acheter le jeu le lendemain. Donc, il y a quand même des signes qui trompent pas. Et ouais, Zenith, mais après, il y avait quand même du lourd autour, hein, Tech Time. Ben moi, le Tech Time, je l'avais déjà dit, mais en fait, j'avais énormément aimé le proto et quand j'y ai rejoué, j'ai pas du tout aimé. Ouais, Ce qui est hyper bizarre. Hein. moi, j'avais pas du tout aimé ma partie de démo à Cannes l'année dernière à 2. Je m'étais ennuyée et donc j'ai rejoué à 3 et je suis allée dans la campagne progressivement et en fait, je me suis fait happer. Je me suis fait happer par le truc alors que c'est pas du tout ma cam au départ. Et j'ai vu qu'autour de moi, en fait, on enchaînait les parties à vitesse éclair. Et effectivement, là, c'est pareil, c'est une évidence. C'est-à-dire que moi, c'est peut-être pas ma cam, mais enfin, quand dans une après-midi, tu fais 6 enveloppes, c'est que... Enfin, 6 enveloppes parce qu'on est très très fort, mais Ouais. non, mais c'est que, vraiment, et qu'on recommence quand on n'y arrive pas. Et bon, bah, tu dis, ok, c'est fort, c'est très fort. Et je l'ai présenté à plein de gens, et pareil, c'est une évidence. Donc, c'était du lourd, ouais.
Monsieur Dufresne. Si vous avez aimé le plateau de Zénith, vous pourrez bientôt jouer à Beyond the Sun. Un jeu expert qui a un plateau tout aussi joli. Mais qui a un excellent jeu. Et qui est un jeu exceptionnel aussi. Donc, ouais, c'est vrai. Profitez-en. Moi, je pense que vous l'avez donné à Zénith parce que dans ces Playpunk, il y a Thomas Provost, il est belge, et donc là, on appelle ça de la... C'est exactement ça, et je peux répéter des anecdotes déjà entendues. Oh non, putain, non, je refuse. Parce que sans Thomas Provost, je ne rentrais pas au jury de l'As-d'Or. Ah ouais, donc c'est du renvoi d'ascenseur. Vous la connaissez, c'est là? Non. D'anecdote, non? Non. Eh bien, Cynthia Reberac m'appelle un matin, me faisant la proposition, c'est un vendredi matin. Le vendredi midi, je mange avec Thomas Provost. Classiquement, une fois par trimestre ou semestre, on bouffe ensemble. Moi, je réserve ma réponse en disant je vais réfléchir durant le week-end. Je mange avec Thomas et le repas a commencé de 5-6 minutes que Thomas commence à déverser sa bile sur le jury de l'As-d'Or, sur l'As-d'Or, mais avec une violence. Alors, telle. Ce qui est vrai, c'est que l'année dernière, il était ultra vénère, je pense. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il était assez vénère. Mais en même temps, moi, j'aime les gens qui arrivent à me donner l'impression qu'il y a des gens encore plus vénères que moi dans la vie, tu vois. Non, il était très très vénère, et c'était ça qui était intéressant, parce que je me dis, pour que Thomas, avec la carrière qu'il a, avec les qualités qu'il a, pour qu'il soit à ce point vénère. Alors oui, c'est un râleur, hein, on le sait, c'est un Belge, mais pour qu'il soit à ce point-là énervé, c'est que ça compte, l'As-d'Or. C'est pas juste un truc comme ça, une sorte de médaille en carton, de petit décorum, c'est qu'il y a vraiment un truc derrière, et ça m'a... Alors, j'exagère en disant que c'est lui qui m'a convaincu d'y aller. Qui m'a convaincu d'y aller, mais c'est vrai que c'est un argument en me disant... Voilà, c'est pas juste un Xème prix, il y a du corps derrière, donc ouais, ça méritera peut-être les efforts à faire. Et donc c'est pour ça que le Zénith l'a eu. Pas du tout. Non, je me doute. Non. Voilà, il y a plein d'autres choses. Et ce que j'aime dans cette sélection, c'est que ça m'a valu... Non, mais je le dis, et ça, alors je sais, Paul Garat, tu l'as déjà entendu, alors qu'on était à Liège, au festival Ardent Ludique. Oh, enfoiré, pardon. On va tout savoir. Parce que là, il me fait des... Parce que nous sommes le 27 février, le festival sera le 7 et 8 mars, mais comme l'émission est diffusée le 12, il me fait des trucs, là j'ai l'impression d'être dans une... jamais dû dire la date de diffusion. Inception de l'émission. Putain, mais vraiment, ils sont forts, ces Belges. Voilà. Et je suis prêt, c'était un bon anniversaire dans 9 jours aussi. Non, c'est le 21 mars mon anniversaire. Et si on est le 12, aujourd'hui jour de diffusion. 9 jours plus tard, putain. Voilà, c'est ton anniversaire. Est-ce qu'il est fort? Donc, 21 mars, 21 mars, c'est le 1804, date de promulgation du Code civil français. Purée, il n'y a pas de hasard. Non. Oh là là. Et sinon, je suis né le même jour que Ronaldinho. Et Ayrton Senna. Incroyable. Et le Lothar Matthaus aussi. Bien. J'aurais dû être... Tu t'es passionné. Mais oui, moi j'ai complètement raté ma carrière. Vous avez compris. Après, qu'est-ce que tu fais là? Qui a déjà été en voiture avec Paul Garat voit le lien avec Ayrton Senna. L'enfoiré. C'est vrai que Michel, il a fait le road trip. Il a fait Roissy-Charles de Gaulle. Parce que moi, je suis quand même allé chercher à Roissy-Charles de Gaulle parce que je suis une meuf sympa. Vichy, putain, c'est vraiment la destination de rêve quand même avec moi. Ouais, et de temps en temps, il me disait, tu sais, c'est... les excès de vitesse, c'est 10% par rapport à la vitesse. Donc ça voulait dire que je vais être à plus de... Forcément, comme c'était l'autoroute 130, on devait être à plus de 143. Je veux revenir avec toi lundi parce que j'ai mis 10 heures pour faire 500 bornes pour venir ici. Donc j'aimerais bien que tu conduises ma voiture. Et donc concernant First Strat, j'ai eu droit au plus beau commentaire qui soit possible. Quelqu'un qui râlait, qui m'a envoyé un message. Donc déjà, il fait l'effort. Bonjour à lui. Il se reconnaîtra ou pas. Avec comme commentaire, First Strat est un mauvais jeu. La preuve, je n'y ai pas joué. Est-ce que c'est pas un peu le pendant du commentaire de c'est le meilleur jeu auquel je n'ai jamais joué? Et la preuve, c'est que j'y ai pas joué. Et donc j'ai vérifié, je me suis dit, voilà un prochain copain. Ça, c'est du second degré, j'adore. Et j'ai pu constater sur le profil du monsieur que tout était au premier degré. Oh, c'est cool. Voilà, et je me suis dit, voilà, ça, l'art de la critique a trouvé son maître. Moi, j'aimerais savoir qui est cette personne. J'aime beaucoup cette formule. Tu me le diras rien ne sera dit, là, ça. Pardon, j'ai déjà dit, je sais pas combien de je vais être un bipage. Mais Hammer va me biper énormément. Ok.
le jeu expert, moi je dis merci parce que vraiment, il y avait 3 jeux experts qui étaient bon. Arx, jeu exceptionnel, Call Warley, game design de foot, ultra innovant, t'as jamais l'impression d'avoir joué à ça, c'est dingo. C'est brillant. Voilà, c'est brillantissime. Fourmi, moi j'ai pas été convaincu, mais comme je l'ai pas dit, voilà, mais je l'ai dit à Jürgen. Giordano. Voilà, parce que quand même, moi c'est fou. Qui sont c'est que, les gens d'Intrafa. Voilà, c'est les gens c'est Giordano qui a réussi à m'influencer pour que j'achète le jeu et que j'y joue. C'est vraiment le monde à l'envers. Et je lui ai dit, je suis pas convaincue et en fait, il faut vraiment que je rejoue à ce jeu. Donc j'y rejouerai et je vous donnerai, peut-être on en parlera plus. Mais alors, Civolution, quand j'y ai joué, j'ai eu ces trucs que de temps en temps ça te fait ça, tu fais waouh, ultra brillant, extraordinaire. Un jeu où si tu te places dans la méta du jeu de ce que tu es censé faire dans le jeu, toutes tes actions, oui, il y a 20 et quelques actions, mais en fait, ça s'explique tout en 1 minute et l'iconographie est très vite claire. Et en fait, il faut pas se dire, ah bah j'ai telle combinaison de dés, il faut que je fasse telle action, je peux faire telle action. Il faut se dire, qu'est-ce que je devrais logiquement faire comme action ? Ok, bah pour y arriver, ah bah tiens, cette action, elle existe, il faut tel dé, comment maintenant je me démerde pour avoir les bonnes combinaisons de dés. Moi, ça a été, j'y ai joué en début d'année, mais c'est sûr que si j'y avais joué en 2025, il était dans mon top 10 très très haut. J'ai trouvé le jeu exceptionnel, vraiment une grosse claque en fait. Voilà. Toi, tu y avais joué ? J'y ai pas joué et j'ai acheté le jeu parce que tu y as joué et tu m'as dit c'est extraordinaire. J'hésitais depuis longtemps à me le procurer parce que j'avais peur que ce soit vraiment très très lourd et de plus en plus je m'écarte un peu de ces jeux-là. Et donc, avant de l'acheter, j'ai demandé ton avis. Et puis, tu m'as dit, waouh, c'est extraordinaire, faut absolument que tu y joues. Et donc, comme personne autour de moi a le jeu, bah, je l'ai acheté lâchement. Il est dans un coin de. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de dépunchage. Oui, mais ça, c'est pas grave. Il y a la mise en place est assez longue de mémoire. Oui, mais bon, écoute, on fera l'effort. Si moi, ça me gêne. C'est extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui me gêne pas, les mises en place longues. J'appelle pas ça une mise en place longue. C'est-à-dire que la mise en place du joueur est assez rapide puisque les plateaux joueurs sont ergonomiquement très bien faits et il suffit de les plier, de les déplier dans le bon sens et les choses restent. Il y a la mise en place du plateau puisque ce sont des tuiles hexagonales qui vont créer un paysage aléatoire. Et bon, là, c'est un peu longuet, puis il y a quelques pions à gauche à droite. Après, on est dans du jeu expert, du jeu que je dirais, oui, très expert, même si j'aime pas les catégories et les typologies. Enfin, ça reste un truc après, quand même assez solide. Alors, il y a aussi, l'expertise, c'est peut-être une complexité de choix et tout, mais il y a aussi, c'est à la durée, parce que c'est de toute façon, même si tu joues assez vite, parce qu'on peut jouer vite, et puis il y a des trucs qu'on peut faire en simultané, en vrai, dans le jeu. Notamment quand on fait, parce qu'on peut à un moment choisir de resetter pour récupérer ses dés et les relancer. C'est des phases qu'on peut faire quasi en simultané. En fait, c'est pas très gênant, donc ça permet de fluidifier en tout cas le rythme. Mais de toute façon, il y a un temps qui est un peu incompressible parce que il y a ce petit feeling de civilisation, donc qui fait que forcément tu vas pas jouer en une demi-heure, ou en 45 minutes ou en 1 heure. Enfin, t'es obligé de t'investir. Mais moi, je trouve le jeu vraiment un haut niveau dans la proposition, et c'est pour moi l'antithèse de Fourmi. En fait, Fourmi, c'est vraiment l'Eurogame avec, de mon expérience d'une partie, parfois beaucoup des défauts de l'Eurogame, donc des accumulations, des surcouches. Là où je trouve que Civolution, il a une forme de pureté, mais en beaucoup plus, quand même, peut-être un level au-dessus des châteaux de Bourgogne, en fait. Pourtant, sur le papier, t'as l'impression, de l'extérieur, tu penses l'inverse. Tu penses que Civolution, c'est une usine à gaz et que Fourmi va être beaucoup plus accessible. Et pour moi, c'est totalement le contraire, en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, Civolution, c'est peut-être le plus 1 le level au-dessus de Château de Bourgogne, qui est un jeu, en fait, qui est assez évident. Mais tous tes choix sont cruciaux. Mais mécaniquement, c'est assez simple, en fait. Que dans Fourmi, il y a beaucoup plus, je trouve, de paramètres à prendre en compte. Ouais, il y a plein de petits points de règles, mais Fourmi, je pense que la première et la deuxième partie se ressemblent vraiment pas. Ok. C'est-à-dire que la première partie, effectivement, tu te dis pourquoi ils ont mis ça et pourquoi ils ont mis ça, ça fait un peu surcouche. Et en fait, quand tu rejoues, tu le ressens plus et surtout tu vois dès le début où tu vas. Okay. Alors ce qui m'a manqué moi sur la première partie, c'est que la première partie, tu te lances. Et puis tu sais pas trop où tu vas. Alors tu dis je vais faire ça, mais je sais pas trop pourquoi. Je fais ça plus qu'autre chose. Et après ça s'affine déjà au cours de la première partie.
Et à la deuxième, tu ressens plus les choses d'entrée de jeu et les choses sont plus claires. Et du coup, le jeu devient moins bidouilland, tu vois. Ouais, et je pense que c'est pour... Enfin, tu vois, moi, j'hésite pas à dire qu'on peut très bien avoir une opinion sur un jeu par rapport à qui on est sur une partie. Moi, j'ai aucun souci à dire pour moi, c'est nul à chier ou pour moi, c'est extraordinaire sur une partie. Et il y a plein de fois où... plein de fois. Parfois, il m'arrive de dire... Là, en fait, sur une partie, je ne peux pas te dire... Ouais, parce que vraiment... Et Fourmi, moi, c'est un jeu où je suis ressortie en me disant... Ok, il faut que j'y rejoue. Bon, on avait eu Présage comme ça, sauf qu'après, on y a rejoué et ça m'a pas plus convaincu. Mais Fourmi, c'est flou au début. C'est flou, tu sais pas pourquoi tu ferais ça plus qu'autre chose. Et donc, t'avances, tu regardes un peu ce que font les autres, tu dis, ah purée, il va là, je vais aller là. Et ça devient plus clair quand tu comprends au milieu de la partie le système. Et du coup, je trouve que la deuxième partie s'impose un petit peu sur ce jeu-là. Enfin, pour avoir un jugement un peu plus clair. Quoi. Ouais. Je pense que Fourmi, je suis d'accord avec cet effet première partie, peut-être pas tout à fait sur la clarté, mais c'est un jeu expert qui est facilité par le fait que ce soit cohérent. Enfin, voilà, les fourmis grandissent, on nourrit, elles se déplacent, elles récupèrent des trucs, enfin, c'est très cohérent. Là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a des cartes à récupérer, qu'on a des mains de cartes avec des badges et autres, mais en même temps, pour le joueur expert, enfin, terraforming et compagnie, on peut s'en sortir. Mais là où, par exemple, dans un terraforming, on sait ce qu'on doit faire. Que dans Fourmi, au début, on a des cartes, on doit les choisir. On dit, je choisis selon des badges, selon leur coût, selon les points qu'elles vont faire, je ne sais pas. Et toute action commence par, je vais récupérer une carte dans un tableau, donc elles sont visibles. Et on a un choix en se disant, peut-être celui-ci, peut-être l'autre. Est-ce qu'il est intéressant parfois de contre-drafter ou pas ? On est d'accord que toutes les cartes sont uniques. Hein. Ouais. Oui. Déjà, ça, pour moi, c'est un énorme point positif dans un jeu, en fait. Quand il y a eu l'effort de faire des cartes toutes uniques. Enfin... Ouais, après, on peut les rendre uniques mathématiquement parce que c'est juste des changements de badge. Ouais, comme ça. Oui, mais quand il y a un peu plus de travail sur la réflexion des cartes. Et c'est là qu'on vit Fourmi différemment quand on a plusieurs parties à son actif. Parce que, comme le disait le meeple jaune, on regarde sa main, on se dit, ok, je vais foncer là-dedans, je vais d'abord attaquer ça. Les reines sont asymétriques, je vais profiter de mon pouvoir de reine pour attaquer de ce côté-là. Mais on peut aussi avoir des parties où, en fonction de ce fameux tableau de cartes, enfin marché de cartes ouvert, où tout le monde se regarde en chien de faïence et on voit que tout le monde a une main dégueulasse, que le marché n'intéresse personne et que ça va être des parties très âpres, très dures et parfois avec beaucoup de tension sur le terrain et l'exploration. Parce qu'on va aller grappiller ce qu'on peut facilement, à savoir des ressources, des machins, tuer un monstre. Et parce qu'on voit que son moteur de cartes ne fonctionne pas. Et ce qui est perturbant pour beaucoup de joueurs plus Eurogamer classiques, c'est que c'est un jeu qui va avoir deux grands tempos. D'abord, très 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 lent. Oui. Et parfois, on a ce sentiment... on se dit, mais je fais rien et les tours. Ça n'avance pas, j'y arrive pas, il va me falloir 1000 ans, 1000 tours. Bam. Et ça accélère d'un coup. Et ça accélère très très violemment. Et là aussi, pour avoir joué avec quelques bons joueurs, je vous rassure, c'était pas moi, c'était mes comparses, il y a un pote qui maîtrise très très bien ce tempo. Et donc c'est lent, et puis ça commence à s'accélérer et on pige et on voit, donc là on comprend, et donc c'est pour ça qu'il y a quand même une lisibilité dans le jeu qui va accélérer le truc et qu'on va avoir du mal à parvenir à faire des points parce que la façon dont il va l'accélérer, ça va être très très violent. On parlait aussi de Arx. Arx, tu disais c'est vraiment brillant. Et toi tu disais aussi, pour citer une vidéo dans laquelle je t'ai vu, tu disais qu'il y avait aussi la volonté d'avoir un jeu comme ça qui est alors on discutait en début de podcast du fait, oh là là, Michel Dufresne il est nouveau dans le jury, gna gna gna. C'est vrai que ça fait partie des envies que j'ai exprimées à mes comparses, d'une part parce que c'est mon background, mais d'autre part aussi je pense que c'est ma lecture du marché et du monde du jeu, c'est de dire attention, trop souvent on confond jeu expert et Eurogame. Or le jeu expert, si on garde cette nomenclature-là, voilà, donc sur des temps de partie, derrière et tout, il y a plein de trucs. Oui, autre. Ouvrons-nous au wargame, ouvrons-nous à des formes de jeux d'affrontement ou autres. Et il y a énormément de jeux originaux. Le jour de l'enregistrement, cet après-midi, discutais encore avec quelqu'un de Brian Boru,
qui me disaient mais c'est un de mes jeux préférés, c'est Ouais. incroyable, mais je trouve pas de joueurs parce que c'est pas un jeu de pli, c'est pas un jeu de majorité, c'est pas un Ouais. jeu de Ouais, ça rentre pas dans les cases. d'occupation de territoire. Et pourtant, en termes de jeu expert, c'est C'est incroyable. Et il faut que la configuration de joueurs se place. Et beaucoup de gens évoquaient en disant Arx, Colwarley, Root. J'ai dit non, ça c'est Arx, c'est Colwarley, Pax Pamir, c'est Brian John Bourou d'un Company. autre côté, Ouais. c'est John Company, c'est ce Colwarley là. Enfin, je vois pas le... Bah oui. Ah oui, Après, je vois pas le Colwarley de Root Non. comme tel. Je vois cette espèce de pensée qui vous dit Mais- attention, il faut changer votre mindset pour utiliser une expression à la mode. Ouais. Vous n'allez pas jouer normalement à ce jeu. Il va falloir entreprendre des choses et vous êtes responsable de vos choix. Je vais choisir des dés qui font beaucoup de dégâts ou pas, je vais me les prendre dans la tronche ou pas. Vous en êtes responsable. Et vous êtes responsable des objectifs qui vont s'activer. Vous êtes Ouais, responsable des points totalement. que vous allez faire. Et j'ai vécu une partie, j'avoue que je laissais un peu filer parce que ça m'amusait de voir les trois autres joueurs autour de moi, enfin joueurs et joueuses, qui découvraient. Ils le pensaient comme un jeu de pli. Et donc, Oui. ils voulaient rester leader du truc, gagner des plis. Et puis, la première séquence est finie. Il dit alors les points, bah, personne n'a activé d'objectif, donc 0 point à tout le monde. Mais, et c'est vraiment des trucs qu'il faut réaliser. Et je trouve que ce jeu est brillant. Alors j'ai plus de mal avec le discours ambiant qui est de dire ce jeu ne gagne sa profondeur qu'à partir du moment où la campagne existe. Alors je pense qu'il y a des joueurs qui vont s'y retrouver dans la campagne, donc c'est-à-dire que probablement, voilà, c'est un jeu qui va évoluer. Là aussi, il y a une dimension Colwarley par certains aspects. Mais je pense aussi qu'il y a certains joueurs qui ne se retrouveront pas du tout dans la campagne et qui aiment cette forme pure qu'est ce jeu-ci. Et non, ce n'est pas un demi-jeu, hein, comme j'ai pu le lire aussi. Enfin, non, Arx est vraiment Arx, c'est un jeu en soi. moi j'ai entendu pas mal de personnes dire c'est pas fait pour moi, etc. Mais malgré tout, il reste toujours que c'est audacieux. C'est une proposition hyper Voilà. audacieuse Proposition. et hyper atypique quand même. Voilà. Ça fait Et ça du fait bien. plaisir. Tu vois, moi, je fais partie des gens qui sont complètement passés à côté. J'ai pas aimé, mais j'étais contente qu'il soit dans la sélection. Ouais. Pour autant, parce que je trouve que c'est un jeu qui provoque déjà des émotions différentes Ouais. et qui propose une mécanique et une façon de voir le jeu aussi différente. Et ça nous met dans des situations inconfortables. Et moi, j'aime bien ça. Donc, pour autant, je suis pas arrivée à m'en sortir. Les parties que j'ai faites, je suis pas arrivée. J'ai pas compris. J'avais, c'est vrai, pas beaucoup de chance dans ma main, mais j'ai pas su faire quelque chose de ces mains-là. Mais même cette position d'inconfort, elle est intéressante quand même, même si j'ai pas passé des moments très agréables. Mais en tout cas, ça m'a sorti de mon habitude et je trouve que ça, c'est intéressant. Et dans cette sélection, il avait toute sa place, même si moi, Oui, c'est pas ton goût. Bah, c'est pas que c'est pas mon goût, c'est que je suis passée à côté, mais par Ok. contre, je trouve ça hyper brillant, hyper intelligent, et je trouve que ça fait du bien de voir des jeux effectivement différents et qui Ouais. sortent des cases dans cette sélection-là, Et où des on a quand même attentes l'habitude où de voir on va des toujours- cubes en bois ouais. et des machins. Ouais, donc je trouve que c'est bien, même si moi, pour le coup, j'ai pas eu énormément de plaisir, mais par contre, j'ai eu de l'émotion. Voilà, donc Ouais. ça, c'est bien. Ouais, totalement. Quand on est bouleversé dans ce qu'on a l'habitude de savoir faire. Voilà, donc le plaisir y était pas, mais par contre, plein d'autres émotions, la frustration, l'incompréhension, tout ça. Et en fait, ça fait aussi partie de l'expérience de jeu, donc je trouve ça hyper intéressant. Bon, Civolution. Je pense que Civolution, il essayer de le récupérer en prêt, d'avoir un ami qui peut jouer avec vous ou autre. Non, pour essayer. Ouais. Parce que je trouve qu'on dit énormément de choses. On le présente un peu factuellement. Et il y a 22 actions, Oui, 6330 ressources, machin. On voit les plateaux, on a l'impression que... Et beaucoup de gens disent « Ah, alors je vais le jouer à 2, comme ça ce sera plus cool. » Et ce que je trouve intéressant dans Civolution, c'est que c'est un jeu qui est très représentatif du différentiel qui existe entre le temps réel et le temps ressenti. Et une partie de Civolution à 4, oui, ça prendra du temps, ça se fait pas en quelques minutes. Mais en la ressenti. mécanique de jeu et en temps ressenti est très très enfin, au Oui. final, très très cool. Oui, je suis complètement d'accord. Et on sort de la partie, on dit ah, on a joué tout ça, et pourtant j'ai toujours été en réflexion, j'ai toujours été dans la partie, j'ai toujours Et en plus, été proche et des le actions et de le la- jeu a des façons très intelligentes Tout à fait.
de te restreindre ce temps, en fait, de ce temps de ressenti. Comme je disais, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire en vrai en simultané qui font que ce n'est pas pénible. Moi, enfin, voilà, je le dis, c'est une grosse claque. Je suis ultra heureuse qu'il ait gagné pour plein de raisons. Parce que quand à l'explication des règles, d'abord, j'écoute les règles vraiment. Et que après, je me dis en moi-même, waouh, ça va être bien. Enfin, en général, je suis rarement déçu. Donc, vous avez pas mal, vous en êtes pas mal sorti là-dessus. Hein. Bon, alors après, on va parler de l'As d'Or, le jeu de l'année, le vrai de vrai. Et là, donc, on avait. Il faut arrêter avec le vrai de vrai. Enfin, il faudrait pas une mais classique. si c'est le vrai de vrai, mais c'est celui qu'on attend, c'est le dernier qui est présenté. Mais oui, c'est le dernier qui est présenté parce que c'est du décorum, mais fondamentalement, si vous êtes joueur. Et nous avions donc. Voilà, bah non, mais nous on s'en fout. En vrai, parce qu'on y a déjà joué tous. Donc il y avait Flip 7 Toy Battle Rebirth. Moi, en termes de goût, Rebirth, c'est mon jeu de l'année 2025. Comme c'est étonnant. Tu nous en as pas beaucoup parlé, je trouve. Non, pas du tout. Mais ceci dit, étonnamment, j'avais misé sur Toy Battle et je suis particulièrement heureuse que ce soit Toy Battle. Parce que je suis Paolo Mori. Voilà, je suis particulièrement heureuse que Paolo Mori ait gagné ce prix. Voilà, j'adore cet auteur de jeu. J'étais un des deux remettants de prix. Et voir cette institution, ce game designer incroyable qui est Paolo Mori, monter, se planter devant nous et nous regarder les yeux perdus comme un gamin qui vit sa première Saint-Nicolas ou qui découvre un sapin de Noël rempli et presque tremblant et pas oser prendre le prix et sentir toute cette émotion incroyable. Ouais. C'est un petit gif. Après, il faut savoir Captain Flip, je pense qu'il avait quand même peur. Non, mais c'est un auteur. Ça lui file sous le nez deux fois. En fait, c'est un auteur maudit. Il aurait pu avoir. Enfin, il y avait l'histoire du Spiel avec Augustus où il l'a pas. Captain Flip, il devait 1000 fois l'avoir, il l'a pas eu. Voilà, oui, bon, voilà. Captain Flip, c'était déjà compliqué. Et puis il y a la procédure de prix en Italie aussi, très très différente de celle de l'As d'Or. Et puis c'est un auteur en plus qui a été maudit sur des rééditions de ses jeux. Enfin voilà, Archeo Society, le reskin de Ethnos, qui est une catastrophe, qui en plus a été refait par Cool Mini or Not, mais aussi tout aussi catastrophique. Donc voilà. Enfin c'est un auteur qui a des Paolo Modi. Mais voilà, et donc on est juste. Enfin, moi je suis. Alors, il a un co-auteur en plus, on est nul parce qu'il a un co-auteur. Ouais. Et nous, on est braqués sur les stars. On s'en fout en fait, on est vraiment superficiel. Hein ? Zucchini. Oui, c'est ça. Et non, voilà, rien que pour ça, enfin, moi je trouve le jeu ultra réussi. Il a un petit feeling. Bon, j'en avais parlé dans le Maratro, mais il a un petit feeling à la Mario Kart avec ses plateaux différents et tout. Moi j'ai fait jouer mon fils et sa copine. Je leur mets un plateau, je pars, je reviens 10 minutes plus tard, ils en étaient à la 4e partie en fait. Enfin, ils avaient enchaîné comme des dingues, ils avaient envie de faire tous les plateaux. Et je pense qu'il y a vraiment là-dessus. Après, dans la section, il y avait Rebirth dont j'ai beaucoup parlé, on va peut-être pas s'apesantir. Et puis alors, Flip 7, j'arrive encore à entendre beaucoup de commentaires en mode ouais, c'est nul et tout. En fait, Flip 7, si on se base sur le nom du label, le jeu de l'année, Flip 7, on en entend parler partout, on le donne à jouer à tout le monde accroche. Moi, il se trouve que je suis prof et que je l'ai donné à mes élèves, c'est un carton plein à chaque fois, qu'on soit 4, 5, 6, 10, ils vont acheter le jeu en sortant. Mes parents jouent à ça sur BGA toute la journée. Enfin, c'est quand même un phénomène, ce truc-là. Alors, pour nous, joueurs, ça nous excite pas plus que ça, parce que c'est un stop ou encore qui ressemble étrangement à Hit, presque en moins bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve Hit un peu plus, avec un peu plus de peps. Mais il faut quand même reconnaître l'efficacité de ce truc-là. Alors après, jeu de l'année, oui, ça avait toute sa place ici. Pour le jeu de l'année, l'appellation jeu de l'année, enfin, Flip 7, c'est quand même c'est un phénomène, quoi. Et après, oui, de l'autre côté, on a 2 jeux de plateau. Rebirth qui est hyper efficace en étant moderne et classique. Très old school, old school. C'est une super bonne surprise. Et puis Toy Battle, c'est pareil, c'est une évidence. Comme tu l'as dit, tu le fais jouer à tout le monde a envie de rejouer, tout le monde a envie d'essayer les 42 plateaux qui vont arriver. Voilà. Et ce qui est super surtout, c'est que les pouvoirs, tu les appréhendes tout de suite. En fait, tu les intègres. Je pense que Paolo Mori, j'en sais rien, je veux pas du tout parler pour lui, mais je l'avais interviewé pour son jeu Fairy Tail In, qui était un super jeu mais qui n'a pas marché du tout.
Et je lui avais dit, mais il y a des extensions de prévues. Il m'a dit, c'est très compliqué pour l'équilibrage des personnages. Et donc, je pense que là, il y a 8 personnages, c'est ça, à Toy Battle. Ouais. C'est vrai que quand on voit le jeu, on se dit, purée, on a envie d'avoir d'autres jouets, d'autres trucs et tout. Et de ce que j'avais compris sur Fairy Tail In, l'équilibrage entre les personnages et notamment à Toy Battle, c'est très compliqué à trouver. Et là, il a trouvé une formule avec les 8 qui fonctionne à merveille. Et donc, je pense pas qu'il ira rajouter des persos en jouets, enfin des tuiles en jouets. Et parfois, c'est pas souhaitable. Voilà. Tu vois, c'est et peut-être en fait, pas le jeu est souhaitable. tellement pur comme ça. Par contre, c'est vrai que là, il y a l'emballement des plateaux différents qui commencent à arriver. Ouais. Mais le jeu est une évidence aussi et c'est hyper élégant. Bah, pour clore là-dessus, vraiment, on est hyper content que Paolo Mori l'ait emporté. Maintenant qu'on a parlé de bons jeux, on va parler de mauvais jeux parce que maintenant on va vous dire ce qu'on a découvert au Fige. Et là, alors vraiment, je tiens à dire que j'ai passé 1 jour et demi avec Meeple Jaune. Ouais. Tous les jeux qu'on a joués étaient globalement majoritairement mauvais. Ah, c'est mauvais. Elle a joué sans moi et là elle m'a dit super. Là pour le coup j'ai joué à plein de jeux et je me suis demandé si c'était pas moi le problème en fait. Non, mais c'est vrai qu'on a pas eu trop de chance sur les premières parties. Et puis après, quand on est dans une dynamique négative aussi, je pense que, on s'entraîne un peu dans le fond. C'est-à-dire que... non, ouais, je sais pas. Tu veux dire qu'on se complaît dans notre malheur? Ouais, j'en sais rien, mais on n'avait pas trop le moral aussi. Donc quand t'arrives de façon négative à une table, bon, mais par contre, il y a des jeux, même avec un esprit positif, on l'aurait pas trouvé bien. Ok. Voilà. Bon, alors vas-y, dis-nous un bien. Un bien. Attends, ouais, un bien. Je pense qu'il faut une sorte de warning avant. Ouais. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs et auditrices sont habitués des festivals et d'un festival comme Cannes. Non, c'est vrai, oui. Donc, il y a une flopée d'animateurs qui expliquent une flopée de jeux sur plein de tables bien bruyantes et tout et tout. Je ne suis pas toujours convaincu qu'ils soient bien formés. Je ne suis pas toujours convaincu qu'ils connaissent bien les règles. Je ne suis pas toujours convaincu qu'ils aient lu les règles, mais ils ont en fait été briefés sur comment il faut jouer. Et parfois, on n'est même pas convaincu qu'ils soient payés. Oui, non, mais on est même convaincu qu'ils ne le sont pas. Et donc, dans ce contexte-là, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a quelques jeux que j'ai joués. Je ne peux pas dire que je les ai joués. Oui. J'ai fait un truc... Et puis, j'ai un pote qui connaît le jeu, qui passe, qui fait pourquoi tu fais pas ça avec ta main? Je savais pas que je pouvais. Ah bah si, l'intérêt du jeu, c'est de faire flip, flip, flap, flap. Et... Ah oui, bizarrement, ça marche mieux quand on le fait comme ça. Voilà. Ouais. Donc, attention, je pense, tous les avis sont quand même. Ah oui, qu'on met des gros warnings. Il faut vraiment des gros warnings. Ce qu'on va dire, et puis il y a aussi l'ambiance qui est autour de ça. Il y a quand même énormément de monde, énormément de bruit. Sur certains jeux, on arrive très, très fatigué. Et on n'est peut-être pas très disponible aussi à certains moments pour écouter les règles, jouer convenablement. Et tout ça, ça joue effectivement sur la qualité qu'on l'on trouve à ce moment-là du jeu. Mais en fait, en réalité, ce qui est problématique, c'est que on peut le savoir. Comme il y a beaucoup de sorties et qu'on n'a pas non plus notre temps disponible pour jouer n'est pas extensible, malheureusement, la première sensation qu'on a, elle est quand même souvent marquante en fait. C'est pour ça que l'animation du jeu, c'est hyper important. Tu vois, rejouer à Fourmi, c'est sûr que je peux le faire parce que je vais y rejouer chez moi dans un autre cadre. Mais effectivement, peut-être que il y a des tas de jeux où tu ne rejoueras pas parce que c'est impossible d'avoir envie de te redonner de l'investissement et tout. Ouais, puis l'animation du jeu en festival, c'est 80% du plaisir que tu prends quand même. Enfin, 80%, j'en sais rien, j'ai pas fait de statistiques, mais ça a une importance considérable sur le moment que tu vas passer, selon si effectivement le gars ou la nana a déjà joué, a lu les règles, a eu les règles quand. C'est hyper important. N'anime qu'un seul jeu. Exactement. Parce que certains animateurs qui passent sur 2-3 jeux, alors quand les jeux sont vraiment très très différents et très marqués, ça va. Quand ce sont des jeux qui se ressemblent un peu, voire beaucoup, waouh. Ouais, c'est sûr. Donc moi, dans ce style, si tu veux que je commence. Ouais, vas-y. Donc dans ce style, c'est pareil. Là, je vais mettre tout de suite une alerte parce que je ne suis absolument pas sûre que le jeu m'ait été présenté comme il aurait dû être, comme il se joue. C'est Carnival.
C'est chez Pixie Games, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc et illustré par Christine Alcouf. Donc c'est un jeu de déduction dans lequel donc c'est un jeu à 2 de déduction dans lesquels les joueurs vont devoir découvrir l'identité, le masque et un outil qu'utilise l'adversaire. Il va y avoir un tableau de tuiles et une petite plaquette qu'ils vont déplacer et interroger l'adversaire sur les tuiles que montre cette plaquette pour savoir si une des tuiles correspond à l'identité secrète dont il a découvert en début de partie l'existence. Donc c'est un espèce de mélange entre un qui est et un mastermind. Et je me suis ennuyée comme jamais. Voilà, donc j'ai pas compris le principe, j'ai pas compris où était le jeu. On a beaucoup d'indices au début, on déplace notre tuile, on interroge l'adversaire nous dit ben oui, parmi ces 4 tuiles, il y a quelque chose que je possède. Et là, donc s'ensuit un jeu de déduction. Bon, donc c'était à l'état de prototype. Et alors par contre, les illustrations de Christine Alcouf sont très très jolies, mais moi le jeu il m'a laissé complètement, j'ai pas compris comment ce jeu-là de déduction pouvait atterrir là, en sachant qu'il existe quand même beaucoup de jeux de déduction bien mieux si les règles m'ont été présentées correctement, parce que vraiment j'ai des gros doutes. Parce que vraiment... fait, en jouant, ça te semblait pas cohérent. Ah non, mais en jouant, on était 2 et après, il y avait des gens que je connaissais qui ont pris la suite et ils ont eu les mêmes sensations que moi, c'est-à-dire un peu désabusés, quoi, dans l'incompréhension de ce jeu-là qui est quand même signé de 2 grands noms du jeu de société. Et ben vraiment, si les règles sont vraies, c'est pas loin, c'est Carnimal, mais avec le jeu de mots, quoi. C'est-à-dire que c'est pas bon du tout. Ok. Voilà. Mais encore une fois, voilà, j'ai un gros doute quand même, mais si c'est ça, c'est très décevant, et d'autant plus quand on arrive et qu'on découvre les noms des auteurs sur la boîte. Voilà, donc je suis vraiment hyper déçue parce qu'il y a de l'attente, du coup, quand il y a des grands auteurs, il y a de l'attente, on arrive à la table, c'est joli, et déjà, à l'explication, je me suis dit, mais j'ai dit à l'animateur, mais c'est tout ? On fait que ça ? On déplace la tuile, on interroge l'adversaire, oui, et s'il me dit oui, ah bah s'il te dit oui, t'écris sur ton tableau, là, tu fais tes déductions, puis s'il te dit non, tu pioches une tuile en compensation pour être sûr que, bah, du coup, voilà, tu enlèves une hypothèse. Ah oui. D'accord. Donc c'est un qui est. Enfin, j'exagère un petit peu, hein, Bon. Voilà, donc vraiment, c'est le jeu qui m'a le plus ennuyé du salon pour le moment. Et t'étais pas avec moi. Et j'étais pas là quand même, c'est ça l'information folle. Mais bon, j'espère vraiment qu'il m'a été mal présenté parce que... Toi, Michel ? Un jeu enfant, ça change un peu. Ouais. J'évite les mauvais jeux et tout. Enfin, un jeu qui s'appelle Wombat Tower. Ok. Alors, le packaging est important, donc ce qui a déjà son sens. Il faut imaginer un packaging parallélépipède rectangle vertical. Vous enlevez le couvercle par le haut. Le jeu s'ouvre tout seul. Le centre, c'est une tour à dés. Et donc, de chaque côté, vers les 4 points cardinaux, il y a une piste. Placez des ennemis sur cette piste, parce que c'est un tower defense. Et puis, vous lancez des dés dans la tour à dés. Et ça, il faut essayer de dégommer les ennemis. Mais les dés ont aussi des effets, en fonction des faces et tout. C'est à la fois très crétin et ça marche hyper bien. Ok. Non, mais très crétin dans le sens, il fallait y penser. Et comment ça se range ? On replie les bords, on remet le truc, c'est rangé. Donc il peut y avoir de l'autonomie. Et il y a ce côté excitation, parce qu'évidemment... Quand l'ennemi est encore loin, la force du dé va pas vraiment le renverser, mais va le faire bouger. Enfin, le pouvoir du dé a un impact et tout. Et j'ai trouvé que c'était tellement évident que s'en donnait quelque part un peu brillant. Alors, il faudra voir la qualité réelle du matériel, il faudra voir sur la longueur, mais comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Ok. Moi, je vais parler de First Giants, qui est chez Space Cowboy. Alors, qui a été un petit peu présenté comme une nouvelle, la réimplémentation de Elysium. Donc, Elysium, c'est un jeu qui était sorti chez Space Cowboy. Alors, je sais plus si c'est 2014 ou 2013, 2012. Enfin, c'est entre 2012 et 2014, moi, je pense. Il y a une grosse dizaine d'années. Ouais, c'est ça, en fait. C'est après Splendor. C'est après Splendor, je pense. Je crois, mais là, il faudrait vérifier. Ouais. Ou peut-être, c'est peut-être plus tard, je dis peut-être n'importe quoi, peut-être 2017, Elysium. Enfin, j'arrive pas trop à la temporalité. Bref.
C'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Et Elysium, c'est un jeu qui a pas du tout fonctionné et qui pourtant aujourd'hui a une cote d'amour de dingo chez les joueuses, qui était un jeu qui est considéré comme un jeu très très méchant. On peut vraiment se faire d'énormes sales coups parce que vraiment, on peut arriver premier. En fait, on a une mécanique de cartes qui fait que on peut se démerder pour que progressivement, ses adversaires ne puissent pas prendre de cartes du tout, et il faut prendre des cartes dans le jeu puisque c'est des cartes qu'on va récupérer, qui ont des effets et ensuite qui nous permettent de faire des collections. Et tout le sel du jeu, il est vraiment qu'on jouait donc en manche et que au premier 4 tours pour prendre des cartes, premier tour ok, deuxième tour ok, troisième tour ça commence à se tendre et quatrième ça peut être dangereux. Dans First Giant, on retrouve l'idée des cartes qu'on récupère pour leurs effets et qu'à un moment on peut transférer en bas de notre plateau pour avoir l'effet collection. Un effet collection vraiment bête comme chou, j'ai envie de dire, qui n'est pas non plus révolutionnaire. Sauf que ils ont retiré toute la mécanique de prise de cartes. Donc maintenant, c'est juste qu'il y a 4 slots pour prendre des cartes. On a 4 jetons. Et si je me suis pas laissé dans le slot 1, après, je ne pourrais pas aller dans le slot 1 une deuxième fois. Il faudra que je prenne. Ou alors que je décide de rapatrier mes jetons. Si je rapatrie mes jetons et que je transfère pas, en fonction du nombre de cartes, je récupère de l'ambre, qui est la monnaie du jeu. Et là où Elysium, c'était des manches qui se passaient en mode vraiment grosse, vraiment une courbe ascendante avec des moments ultra violents. Et c'est un jeu où moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai eu limite des cas de rage quit autour de la table. Là, en fait, on a un jeu qui est d'une platitude monumentale. Visuellement, c'est pas moche, mais c'est pas innovant. Là où Elysium, ils avaient fait un choix de dingo qui était d'avoir par set de cartes un illustrateur différent, ce qui donnait une grosse personnalité aussi aux dieux et aux déesses. Voilà. Alors, je pense que là, tu mets le point sur un phénomène qu'on va avoir de plus en plus. Et qu'on a déjà vu par exemple avec Skyrise comparé à Metropolis, à savoir... Ou Archaeo Society versus Ethnos. Voilà. Archaeo Society versus Ethnos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reprend des vieux jeux un peu cultes, alors vieux, des jeux d'avant la pandémie, on va dire, et on va les lisser vers quelque chose de plus gentil. Les édulcorés. Voilà, et j'ai l'impression, mais moi ça me choque évidemment, je viens de l'école Res Publica Romana, donc le jeu édulcoré, je ne comprends pas. Mais je m'attendais à ce que plus de joueurs et joueuses s'étonnent de ça. Et je me rends compte dans les commentaires que la majorité des gens aiment de moins en moins être mis mal à l'aise, être mis dans l'inconfort, avoir de la sanction et de la violence. J'ai discuté de projets qui ne sont pas encore présentés parce qu'ils sont seulement en développement et où les game designers me disaient le jeu est bien mais pour l'instant on peut s'acharner, on peut faire ceci et tout ça on enlève donc les interactions. Voilà. Alors je pense non les interactions un peu agressives. Les confrontations directes ou les interactions agressives. Voilà. Donc on cherche de l'interaction mais on ne peut pas être dans de la confrontation, de l'agressivité. On ne peut pas être dans des moteurs de frustration, ou alors on dit attention, ceci est un jeu où il va y avoir de la frustration, et donc sachez que ça va être frustrant. Et je pense que c'est une évolution du marché et des attentes. Alors est-ce que ce sont réellement les attentes des joueurs ? Voilà, moi c'est ça. Moi je suis persuadé que c'est aussi une fantasme de ce qu'on s'imagine, exactement comme on s'imagine ce que veulent les enfants de notre point de vue d'adulte. Parfois du sucre. Comment ? Du sucre. Mais tu vois, moi, quand j'étais avec toi, pour le coup, j'ai jamais joué à Elysium, donc j'étais vierge de tout a priori, et je me suis ennuyée quand même. Ouais. C'est-à-dire que oui, même sans faire la comparaison, c'était. Et je pense que les deux personnes qui ont joué avec nous se sont ennuyées à mourir. Ouais. Alors après, je dis, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est la mode de dire ça, mais c'est ok. C'est-à-dire que c'est un bon petit jeu gentil, on place nos petits trucs, on va chercher nos cartes, on les bascule dessous pour faire des points, des collections, des majorités. Il y a un peu de blocage indirect parce qu'on va prendre... Enfin, c'est le jeu passe-temps. Ouais. Voilà, on va s'occuper en faisant un jeu. Il y aura un gagnant, il y aura des perdants, mais ce ne sera pas le... Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, mais du coup, les illustrations, je trouve que les illustrations, elles illustrent parfaitement cet adoucissement du jeu. Oui.
C'est-à-dire que Exactement. c'est fade, c'est doux, c'est aseptisé, et je trouve que la DA qui a été choisie reflète parfaitement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse, c'est tout mignon. Alors c'est des dinosaures, mais par contre il faut que les dinosaures ils soient calmes, ils soient doux, et les couleurs soient un petit peu pas trop chatoyantes, quoi, vraiment très très calme, très j'arrive pas à trouver le mot, et je trouve que voilà, la DA elle reflète terne. En fait, elles sont ternes, c'est terne. La DA elle reflète l'expérience qu'on a eue en jeu, même sans avoir joué à Elysium. C'est-à-dire que moi je me suis... C'est le jeu réel ou il c'est la version officielle, ouais. Et après, c'est assez joli. Moi, j'ai eu plein de retours de gens qui ont trouvé ça joli, qui ont trouvé ça sympathique. Mais c'est sympathique. Ouais. Mais en vrai, il se passe pas grand-chose. Bah, toi, tu peux témoigner que au bout de 3 minutes, je lui ai dit j'ai envie de pleurer. Ouais. Parce que moi, c'est même pire que ça. Elle a dit à l'animateur, ah ok, donc c'est Elysium, mais en fait, vous avez enlevé tout ce qui était bien. Donc c'était un peu violent. Du coup, t'as pas du tout été dans le move de 2026. C'était très violent comme réflexion. Et le gars n'y était absolument pour rien, ce qui était là pour animer. Et en fait, à la fin de la partie, il en a convenu totalement. Voilà. Donc c'était... mais voilà, même sans préjugés, bon, bah, on a passé un moment. Ouais. Voilà. Ni bon ni mauvais. Bien uniquement parce qu'on était ensemble, c'est tout. Ouais, c'est bon. C'était. Je sens pas qu'elle est très enthousiaste. Si, mais c'est vrai que c'est. En fait, je m'attendais. Moi, quand on me dit la refonte d'Elysium, et Elysium, c'est un jeu, tu vois, tu l'as présenté tout à l'heure, c'est un jeu formidable et tout. Bah, moi, j'arrive à la table, pareil que tout à l'heure, j'ai des attentes. Et en fait, j'arrive déjà à la présentation des règles, je me dis, bon, ok, alors qu'est-ce qui est fantastique là-dedans ? Parce qu'on parle de majorité, de prise de cartes, de machin, donc bon. Et puis, on joue, et puis au bout de 3-4 tours. Ah bah c'est ultra. En plus, le temps va être long, et c'est là, ultra répétitif. J'ai dit c'est long la partie ou pas. Donc et c'est ultra répétitif, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre jeu ouais, je vais vous parler d'un autre jeu. Est-ce que je peux me pardonner auprès de Ludovic Maublanc et de Bruno Catala? Je peux parler de Frosted Bloom. Vas-y. Tu t'y attendais pas à ça? Non, parce que j'ai changé d'avis tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait, tu me fais des feintes. Parce que je parle à la tête d'un autre jeu. Je sais même plus après. dans quel podcast je suis. C'est. Waouh. Non, mais Frosted Blood, c'est un jeu chez Synapse, et donc c'est de Ludovic Maublanc et de Bruno Catala aussi. Et pour le coup, t'as un contrat avec eux? Non, pas du tout. Non, parce que s'ils ont écouté le début, je crois que j'aurais pas beaucoup de royalties. Non, mais j'ai passé un bon moment. Je m'y attendais pas, parce que c'est un jeu de tuiles. Parce que t'avais joué à l'autre juste avant. T'avais dit putain, exactement. Ça va, vous m'avez dit, je me suis déjà fait arnaquer une fois. Ouais, c'est ça. Non, j'en redemande encore, tu vois. Et donc, j'arrive chez Synapse dans le dernier jour que j'ai joué, c'était Podcast, que j'avais vraiment pas trouvé bon du tout. Donc j'arrive un peu à reculons, on me présente des règles, donc un jeu de tuiles complètement basique où il faut aligner, il faut emmagasiner des tulipes d'une certaine couleur pour scorer, mais il faut faire des trous. Et quand on fait des trous dans sa constitution de tuiles, on peut ajouter des bâtiments. Et donc arrive quand même la traditionnelle phase où on peut scorer un objectif à la fin de notre tour si on réunit tant de tulipes ou tant de bâtiments, etc. Donc, sur le papier, ça avait tout pour m'ennuyer, et j'ai passé un très bon moment. C'est très propre, c'est très rangé, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. C'est un produit hyper efficace, et pour le coup, j'ai bien aimé, et j'ai envie de rejouer à ce jeu-là. Il n'y a rien d'original. Il n'y a rien de rafraîchissant, comme on dit. Mais est-ce que c'était intriguant et malin? C'était pas intriguant, mais c'était malin. Non, vraiment, c'est propre, c'est extrêmement bien conçu, c'est très bien édité, c'est joli. Voilà, il y a un système pour récupérer les tuiles à la patchwork. Donc en fait, il n'y a vraiment rien d'innovant. Faut pas venir là pour aller chercher quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais par contre, le jeu est d'une efficacité fracassante, quoi. Donc vraiment, c'était chouette, et je m'y attendais pas. Ok. Toi, Michel, un deuxième jeu? Vroom. Ah putain, mais tout le monde en j'y ai parle. joué cet après-midi. Exceptionnel. J'ai trouvé ça super. Alors, exceptionnel. mais tout le monde a dit que Vroom était extraordinaire. Ouais, Moi, j'ai entendu que c'était bon. super jeu. Vroom est vraiment extraordinaire. C'est deux Mind mélangés à Micro Machine. Ouais, c'est ça. Donc c'est une course de voiture posée sur la table. Il y a une petite voiture.
numérotés, et puis une ligne d'arrivée. Et chaque joueur va recevoir au tour par tour une carte sur laquelle il y a une valeur qui va de 1 à 6 ou 1 à 7. 1 à 7. C'est un 7, Ouais. voilà. Cette valeur est cachée, il ne la montrera pas, et il avance sa voiture de ce qu'il pense être Ok. la distance représentée sur sa carte. Donc s'il a 1, il va peut-être avancer peu ou beaucoup. Ou, voilà. S'il a 7, il va peut-être faire des détours ou ce genre de choses, sachant que il faut qu'une voiture ait traversé la ligne d'arrivée au 5e tour. Donc en gros, quand la 5e carte est jouée, à ce moment-là, une fois que toutes les cartes ont été jouées, on regarde et on part de l'arrière, donc la dernière voiture, on additionne les cartes du joueur, puis la précédente, et en remontant, et il faut que l'ordre de la somme des cartes des joueurs soit effectivement croissant. Et puis après, on passe à l'étape suivante, il y a une enveloppe avec une nouvelle condition de jeu, donc les stands vont apparaître, puis la météo va apparaître, puis plein de trucs comme ça. C'est totalement crétin et totalement évident, c'est totalement de l'ambiance et hyper tactique. Et pour peu qu'on ait une table un peu bruyante, drôle, voilà. Nous, Donc pas avec moi, quoi. Non. C'est étonnant comme jeu quand même. C'est vraiment très étonnant. Et nous, ce matin, on l'a joué avec mes comparses Ludo Connard. Et à la moitié du premier tour, il y avait 11 personnes qui nous regardaient. Et pareil, moi, À la fin du premier tour, C'est vrai. cet après-midi, pareil. il y avait 20 personnes qui nous regardaient, les gens qui demandaient où on pouvait l'acheter, ce qui se passait. On leur disait, les gars, on n'est pas fournis avec la boîte, machin. Sur le salon, il y a une centaine de boîtes maximum. C'est tout, c'est fini. Il y en Voilà, a donc plus. oui, non, mais déjà, je pense à midi ou début C'était d'après-midi. fini hier, je crois. Ils m'ont dit cet après-midi, Voilà, ils avaient et, prévu quelques boîtes. Et puis les gens s'arrangeaient entre eux en disant, bon, dès qu'ils ont fini leur partie, nous on prend les 4 places, et voilà. Donc pour que ça crée cet effet, Ouais, c'est que ça marche. c'est- Alors c'est vrai qu'on faisait du bruit, qu'on animait, qu'on rigolait, enfin voilà. Oui, mais le cercle jeu s'y prête. En fait, le jeu Voilà. suscite ça, en fait, Et comme. le jeu suscite absolument ça, et en même temps, énormément d'émotions, puisque il y a des moments où on avait l'impression qu'on s'en sortait et c'était n'importe quoi comme résultat, effet de mind, et puis à un moment, je sais plus, sur la 3e ronde, on a fait trois courses, on arrive in extremis, genre 15, 16, 16, 17, et on était hyper heureux. Mais pour que ce jeu suscite ça, Ouais. c'est que ça marche. Ouais. Ça marche Il se vraiment passe bien. quelque chose de magique un peu Voilà. autour. Alors de la après, c'est vrai qu'il y a énormément d'enveloppes et tout. J'espère que ça rend pas le jeu un moment complètement ingérable avec Bah, moi, j'ai il faut secouer la table, la lancer au plafond. Moi, j'ai trouvé l'événement. Il y a 2 événements qui arrivent au cours de la partie. Par exemple, le 2e événement, l'arrêt au stand. Nous, il n'avait pas grand intérêt. Donc, je pense qu'après, je pense qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver. Mais l'arrêt au stand était un peu. Bon, on s'est posé Ok. des questions sur cet événement-là. Moi, nous, on l'a trouvé intéressant parce que la règle de l'arrêt au stand, c'est vous prenez quelque chose dans votre poche et vous le posez sur la table et vous devez impérativement aller toucher le truc avant de continuer. On farfouille dans nos poches. Il y en a un qui a un Dafalgan ou je sais pas comment ça s'appelle. Un Doliprane. Un Doliprane, voilà. Et tous les autres, c'est un étui à lunettes, un téléphone portable, des trucs énormes. Et le plateau de jeu ne ressemblait évidemment plus à rien. Et tout le monde a fait exprès de pas mettre ça bien droit, mais bien en diagonale pour bien occuper les espaces. Apparemment, on peut percuter des voitures des autres Ouais. et les pousser. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais oui, alors que nous, ça nous a. Voilà, pour revenir sur les problèmes de règles qui peuvent être. Nous, on nous a dit, vous prenez n'importe quel objet que vous trouvez dans l'espace. Et donc, il y avait des énormes pots de fleurs. Et donc, quelqu'un a été chercher un pot de fleurs qui prenait l'entièreté de la table. Donc, l'arrêt au stand n'avait plus Ah oui, d'intérêt. d'accord. Donc, en fait, voilà, encore une fois, si la règle du jeu n'est pas présentée de la même façon, on prend 4 gros objets, on les colle sur la table. L'arrêt au stand, il n'a plus aucun intérêt. Donc, voilà. Donc, mais c'est une super bonne surprise. Et c'est édité par Big Moustache Games et qui ont fait Opération Zeb l'année Qui dernière. était nul à chier. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Merde. J'ai trouvé ça comme beaucoup de jeux d'ambiance, malheureusement, quoi, du DJ set aussi et autres, hyper centré sur public français, joyeusement bobo, 35 ans. C'est moi. Ce que je suis. 35 ans, c'est moi. Oui, non, mais c'est ça. Mais Et je donc, n'ai pas dès 35 qu'on ans. sort de ce cadre-là, qu'on veut jouer avec des adolescents, qu'on C'est veut vrai. jouer avec des personnes plus âgées et tout, ça foire parce que
les rêves culturels sont hyper Oui, et c'est hyper référencé en fait. hyper référencés. Ouais. Et on a envie de dire, mais si vous voulez faire des jeux, là, Juste pour vous en fait. Zèbre, mais il y a plein de jeux qui sortent comme ça. Mais alors, soit vous faites des jeux pour vous, vous les publiez pas, et si vous les publiez, Moi, j'ai pas du tout aimé DJ 7 non plus. Ah non, moi non plus. Tiens, Je trouvais ça pour nul le à coup, j'ai chier. pas aimé du tout. Ouais. Moi, je vais vous parler de Mad, un jeu. D'abord parce que le titre c'est Mad, et Mad c'est ma meilleure amie. Donc déjà rien que pour ça, parce que il y avait déjà. alors, c'est plus le point de Paul Gara, Elle a c'est des la références. psychanalyse de Paul Gara. J'ai des déjà une de mes ma autres meilleure super amie. copines qui s'appelle Dani, et donc elle aussi elle a un jeu à son nom, c'est fou quoi. Franchement. Mais c'est pas le même type de jeu. Non. Non, c'est pas le même type de jeu. Mad, c'est un jeu de Thomas Dagenel Espérance, donc qui est l'auteur de Decrypto, qui est édité par Locomuse. Et Locomuse, c'est donc un éditeur québécois qui rassemble Antoine Lefebvre, Thomas Dagenel Espérance, Simon Jutras et Pierre Poisson-Marquis. Alors, il faut voir Paul Gara qui a les yeux qui brillent, un petit sourire, se souvient de ses vacances à Montréal et tout. Non, mais c'est bon. Voilà, et on y a joué. Je pense que c'est le premier jeu qu'on en a joué. C'était le deuxième jeu. Ah non, qu'on le a deuxième, joué. c'est le premier, c'est celui où on a laissé des animaux mourir dans la savane. C'est voilà, ça. avec brio. Ouais, c'était Tembo le premier et le deuxième c'était ça, c'était Mad. ça, voilà, Mad. Et donc c'est un jeu dans lequel en fait on va avoir des cartes. On a en gros des personnages qui sont sur une île déserte. Ouais, c'est ça, mais le thème, on a des persos. Et c'est un peu comme dans Escargot Préparté, on va marquer des points en fonction de qui on arrive à mettre au plus haut. Donc voilà. Sauf qu'effectivement, les personnages en question, on va les partager avec d'autres joueurs et joueuses. Et à son tour de jeu, on a des cartes qui ont des valeurs, donc ça peut être plus 4, mais ça peut être aussi des moins 1, ça peut être aussi je tue le personnage ou alors je lui sauve la vie. Et là, on choisit une carte de notre main, je te donne pas les règles en détail, mais en gros, l'idée, c'est je choisis une carte de ma main, je la propose à une autre joueuse, et soit elle peut dire ok, je suis d'accord, on va lui dire voilà, je veux la placer sur le perso l'ancêtre, et soit elle va dire j'accepte, et dans ce cas-là la carte reste face cachée, ou alors elle dit ah non, je ne suis pas d'accord, et donc là elle va la placer sur un autre personnage mais face visible, ce qui veut dire qu'on sait à peu près du coup ce que celle qui a fait la proposition voulait, ce que celle qui l'a refusé ne veut surtout pas, et ainsi de suite. On va jouer en 2 manches, c'est ça ? 2 manches, ouais. Ouais, et il y a un peu de mémoire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on finit aussi par plus trop savoir. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a de la mémoire dans un jeu d'ambiance. Ouais. Donc, en fait, on perd complètement le fil. Et ça devient encore plus drôle. Et forcément, avec une prise de risque, parce qu'au début, on ne sait pas trop à qui on propose, et puis il y a des trucs qui s'annulent. Les alliances qui se Il y a créent, des alliances éphémères. En fait, c'est. Franchement. Moi, j'ai trouvé ça un peu marrant. Alors, on a joué assez lent. Le temps de partie était un peu long, mais en vrai, je pense que c'était lié à nous. C'était long parce qu'on a été interrompu par On a été interrompu par plein de gens qu'on rencontrait. Et on jouait avec une dame qui arrêtait pas de nous dire non mais moi j'aime pas les jeux de bluff. Bon, enfin elle était à fond quand même. Ouais, voilà, marrant. c'est ça. Et en plus, les scorings de fin, quand on fait les révélations, sont assez incroyables. C'est violent. Ouais, c'est des petits moments de violence. Le delta, si j'étais là lors de la révélation, c'est 23 moins 8. Voilà, bonjour, bienvenue, vous avez joué au même jeu. Et moi j'ai trouvé ça vraiment réussi, parce que c'est le genre de jeu, effectivement, en fait c'est un jeu, ça a les codes du jeu d'ambiance, tout en étant, on peut le jouer un peu n'importe nawak, mais en même temps on peut aussi le jouer beaucoup plus sérieusement si on en a envie. C'est filou. Ouais, voilà, donc t'as vraiment une je sais pas comment dire, c'est une sorte de jeu qui te donne la possibilité de jouer à vraiment plusieurs niveaux d'investissement dans le jeu, ce que je trouve assez intéressant en fait, selon les personnes avec qui tu joues et qui ont envie de mettre un niveau d'engagement élevé, quoi. Mais en vrai, je pense que la partie elle dure pas 30 minutes. Non, on a été ouais. Mais c'est moi, enfin, super, hein, c'était un très bon moment. Ouais, très bon moment. Troisième jeu dont tu as envie de parler, parce qu'effectivement on va pas parler de tous les jeux, parce qu'on a fait, en plus comme on a joué. Je vais parler de Soothsayers. Ouais. J'ai un accent pourri, mais je crois que j'ai à peu près dit. Je ne connais pas du tout les auteurs qui sont. Je sais plus Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Non, je crois pas. Je pensais que tu avais un contrat avec eux ce soir. Je te jure que non. C'est très difficile à pitcher. Jeu sur BGA. Voilà. Donc laisse tomber. C'est le jeu préféré de Boris Rue du jeu, et il organise des parties d'initiation
sur BGA. Donc il suffit aussi de le contacter, Ah, voilà. d'aller Voilà. jouer avec lui. Contactez-le, il vous fera jouer. Bah donc je dis juste que c'est super et puis au revoir. Non, alors c'est compliqué. Donc c'est un jeu de cartes où à son tour, on va avoir 4 actions possibles. Parmi ces actions-là, il y a récupérer des cartes actions plus fortes, il y a jouer des cartes de tarot. Alors le thème, c'est du tarot divinatoire. Moi, je suis pas du tout calée là-dessus. La couve est particulière, c'est vraiment un style, ça reprend le style culturel de ce type de jeu. Donc la couve va être changée, hein, c'était un proto. Les cartes, par contre, ne vont pas changer de style. Bon, bref, donc je reprends les actions. Donc, il y a 4 actions possibles. Récupérer de l'argent, jouer, aller récupérer des cartes actions pour ensuite améliorer ces cartes actions, jouer des cartes divinatoires qui vont donner des pouvoirs, des capacités permanentes, des capacités permanentes. Et la 4e, aller acheter... Non, c'est pas ça. Je ne sais plus ce qu'est la 4e action. La 4e action, il y a une 4e action. Allô Boris, tu peux nous voilà. Il y a une 4e action. Et donc, le but, c'est d'essayer de récupérer 5 jetons. Alors, je ne sais plus leur nom. Dès que quelqu'un a récupéré 5 jetons dans son jeu, il gagne instantanément la partie. Et ces jetons, on peut les acheter. Mais surtout, on les récupère dès qu'on est majoritaire sur un type d'action en valeur de carte. Donc, avoir l'action la plus forte. Ou alors avoir la carte de tarot la plus forte dans le domaine qui correspond à l'action. Donc, on se pique les majorités les uns des autres. Et ce qui est aussi intéressant à ce jeu-là, c'est que quand on fait une action, les autres peuvent suivre sur la même action, évidemment moins puissante. Mais s'ils ont amélioré leur jeu, elle peut devenir très puissante. Donc, il y a de l'observation en permanence sur les jeux des gens, sur les valeurs des cartes qu'ils ont, sur ce qu'ils font quand ils suivent, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent des choses plus importantes que moi, finalement, que j'ai, dont j'ai initié dont j'ai initié le truc. C'est très surprenant. On s'assoit à la table, c'est pas très joli. Les règles, c'est difficilement pitchable, c'est compliqué de s'y mettre. Et en fait, c'est très fluide. Quand on joue à son tour, on fait une action, les autres suivent ou récupèrent 2 pièces à défaut. Et puis on passe au suivant. Et quand on obtient une majorité, on passe au jeton. Et le premier qui a 5 jetons, c'est terminé. Et ben c'est brillant. C'est brillant, c'est original. C'est des sensations qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. J'ai pris une claque. Et c'était un proto. Il y avait quand même des erreurs de traduction. Il y avait des icônes qui n'étaient pas très claires. Donc quand tout ça va être réglé, j'espère que ça le sera. Si vraiment ils arrivent à faire quelque chose de très propre au niveau des textes, au niveau des iconos, des pouvoirs, des capacités, vraiment, c'est un jeu qui va peut-être marquer l'année. Je sais pas, mais nous, on était 5, on a fait une partie à 5, et 5, on a été très, très emballés. Ok. Mais voilà, c'est original, ça perturbe un peu. Parce que vraiment, quand on se lance, on dit, qui commence ? Tout le monde se regarde un peu. Moi, je vais me lancer, je sais pas trop. Et en fait, c'est fluide. Et c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Et c'est des parties à 5, on a dû jouer 45 minutes, donc c'était idéal pour pas que ça devienne trop répétitif, quoi. Okay. Vraiment, c'est donc tu vois. Donc ça, c'est chez qui déjà, t'as dit ? C'est chez Fantasy Games, et c'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense qu'ils vont le sortir, ça sera pas avant SN de toute façon. Donc si c'est propre, ça peut vraiment cartonner, mais c'est particulier et le style graphique peut rebuter. Okay. Et le style thématique, et le thème, mais au final, le thème, on s'en fiche complètement, hein, c'est un jeu de cartes. Mais c'est vrai que quand on voit la boîte et le thème, c'est pas grand public. Spécial. C'est pas grand public, mais c'est ce qui est intéressant. Ton dernier jeu, là, Michel, t'as envie de parler ? Non, ce sera pas mon dernier jeu, parce que comme je suis invité sur le podcast, je vais en faire qu'à ma tête. Oh non, putain, moi je voudrais aller manger maintenant. Moi aussi j'en ai un autre, mais je dirais très très vite. Très vite. Oui, non, vous aurez le droit, mais vous aurez le droit à 1 minute pour le dernier. Alors je vais parler d'un jeu que je n'ai pas joué vraiment. Ah bah ça c'est bien. Voilà. Non. Alors j'ai amorcé le truc et je me suis fait, ah ouais, 1, je le veux, et 2, je veux y jouer à la maison, hein, pépère, avec les potes et tout. Et puis, j'en ai parlé aux potes, et certains m'ont dit, mais ouais, mais nous, en anglais déjà, on a déjà 25 parties derrière nous, et tout, machin. Et et puis j'en ai parlé à table au petit-déj, et le compagnon d'une des jurées de l'Azor
m'en a parlé pendant 15 minutes en me disant oui, alors là, il y a tel truc et ça c'est génial et tu verras. Donc c'est vraiment un jeu qui soulève l'enthousiasme. Ce qui soulève un peu moins l'enthousiasme, c'est que c'est une boîte chypriote qui en fait est un prête-nom pour une boîte russe. Et c'est un jeu qui s'appelle Heroes, Write and Conquer. Et c'est du Redis-moi ça. Heroes, Write and Conquer. Et quoi? Conquère. Ah putain. Le dernier mot, je l'avais pas non plus. Je n'avais rien compris, moi. Et c'est du Wargame and Write. Du quoi? Du World Game and Write. Je parle allemand, quoi. C'est du belge, je dois te dire. Ah ouais. Du Wargame et Write. Donc le jeu, la boîte, c'est 5 grandes fiches plastifiées. Alors, les orques, les morts-vivants, les chevaliers, les nagas, les machins de ce genre. Et sur ces fiches plastifiées, le bas de la carte, c'est la carte du monde, avec toutes ces régions, machin, là où il y a des trésors, des châteaux, des lacs, des trucs. Le dessus, c'est toutes les compétences de votre nation. Et le milieu, ce sont les 5 actions possibles. Okay. Vous avez un Velleda, un stylo comme ça, et le joueur dont c'est le tour classe les 5 actions possibles. En fait, il en élimine une et il classe les 4 autres, 1, 2, 3, 4, et elles seront faites dans ce tour-là par tout le monde. Produire, construire, bouger, attaquer, enfin, voilà. Et puis après, on résout les trucs sur la carte du monde. Et puis on vérifie si j'étais au même endroit que toi, dans la même province. Si c'est le cas, est-ce qu'on se met sur la gueule ou au contraire, est-ce qu'on collabore contre un ennemi commun parce qu'il y a des monstres? Et puis j'ai mon tableau, mon arbre de compétences et d'habilités qui fait que ma nation s'améliore et tout. Et il y a tout le feeling du jeu de conquête, il y a tout le feeling des jeux à arborescence et de progression, il y a un côté jeu vidéo, comme ça, très instinctif. Et on m'explique le truc, on commence, on joue 10 minutes, on avait, je sais pas, fait déjà 2 ou 3 tours, enfin, et en même temps on se dit, oula, bien y jouer, ça va le transformer en jeu expert, entre guillemets, enfin voilà, mais tout y est, enfin, et c'est un pur jeu asymétrique. Ça offre des tas de possibilités pour multiplier les cartes, les machins, enfin ces grandes fiches de personnages, et ça marche super fort. Et moi j'étais hyper conquis, j'en ai parlé avec beaucoup d'enthousiasme, et comme je disais, tous ceux qui l'ont déjà joué, parce que je sais pas, ça date d'il y a 1 an ou 2, enfin probablement, voire 2, enfin récupéré à Essen, ils disent ah bah ouais, c'est vraiment, il y a ce feeling jeu vidéo, et après bon bah on efface les trucs, et une fois qu'on en a marre d'une nation, bah on échange, comme elles sont toutes asymétriques, on essaye tout, on essaye les différentes combinaisons, voilà, et en même temps ça reste très tactique, voire taquin sur l'ordre des actions et tout. Et je me suis dit bah voilà, il y a une vraie originalité sur des mechas que j'aime plutôt, hein, conquête de territoire, affrontement direct, arbre de compétences et autres. Okay. Donc agréablement surpris. Très bien, on se le note, parce que je pense qu'on n'y avait pas joué du tout. Non, puis on n'en a pas du tout entendu parler en plus. Non, parce que je pense qu'il est juste pour les professionnels de la profession. La profession. Ah, les vrais, parce qu'il n'est pas accès en accès public. Moi, je l'ai joué en anglais encore, hein, donc il n'est même pas encore traduit. Ouais, donc voilà, ok. Donc c'est on me l'a montré. Alors, je suppose que alors c'était Blue Orange au Tribuo, ils me l'ont montré genre. Ce truc-là, c'est le genre de jeu qui pourrait te plaire, et ils ont tapé dans le mille. Ok. Moi, le dernier jeu, parce que moi, je vais pas tricher, dont je vais parler, alors, c'est... tu vas tricher, je te dirai pourquoi. Non, pas du tout. Ouais, c'est Once Upon a Line. Eh ben, écoutez, en fait, moi, je n'en avais absolument pas entendu parler. J'ai joué parce que quelqu'un m'a vraiment insisté pour que j'y joue. Et du coup, j'ai emmené une copine à moi qui n'en savait pas grand-chose. Et quand on me l'a expliqué, j'étais vraiment un peu dubitative. C'est un jeu narratif où on va gratter des cases avec des mots pour avancer dans l'histoire. Donc en réalité, il y a une partie effectivement narrative. On va gratter des cases pour trouver des mots en dessous. En gros, c'est la française des jeux qui va révéler des lettres qui formeront des mots. Il y a un petit côté mots croisés, enfin je sais pas comment l'expliquer. Bah non, parce que les mots ne se croisent pas, justement. Certains mots se croisent, justement. Parce qu'en fait, tu as des cartes qui te disent, en gros, les mots... Ils se croisent en plus. Voilà, tu as des cartes, en fait, qui vont te dire les mots que tu dois trouver dans le texte. Si les mots sont soulignés, c'est-à-dire qu'ils croisent le mot ton mot de départ, qui est le mot du lieu, par exemple, que tu vas te trouver. Enfin, c'est hyper dur à expliquer, en fait, quand tu... Oui, en fait, on borne les extrémités des mots et on signale s'ils peuvent être le départ d'un autre mot. Le départ d'un autre mot. Et en fait, tu vas avoir une sorte... Tu vas faire ton aventure en grattant des cases, en trouvant les mots. Et si tu détrouves les mots,
tu vas pouvoir avancer, avoir des nouvelles cartes, avoir des nouveaux objectifs, ça te raconte ton histoire. Alors, objectivement, comme dans tous les jeux narratifs, il y a 10 fois trop de texte, que tu lis plus ou moins en diagonale, plus tu avances, plus tu lis en diagonale, plus t'en fous un petit peu et tu vas vite. En vrai, le truc du croiser les mots, mais j'ai kiffé à mort, mais c'est un truc que je n'imaginais même pas. Et avec ma copine Elodie avec qui on a joué, on a vraiment bien géré en plus à chaque fois les mots qu'on choisissait, la réflexion, parce que tu as des indices pour trouver où sont les mots. Tu vas avoir des indices qui sont cachés dans le texte, qui peuvent te dire où est le mot dans ta grille, en fait. Comment... par exemple, on avait un mot où il y avait... Probablement, c'était le A qui était la lettre qui croisait. Il y en avait un qui était plutôt au début dans le mot et un qui était plutôt au milieu. Et en relisant, on se rend compte qu'on a un indice dans le texte qui nous dit lequel des deux A on doit aller chercher, ou plus probable, en fait. Et on a passé un excellent moment. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est juste la démo et que ça peut être lourd au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a acheté la boîte toutes les deux direct en sortant. Enfin, en vrai, c'est plus un jeu, un petit puzzle qu'un jeu narratif. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai eu la surprise, alors parce qu'on était vendredi matin très tôt. J'ai vraiment eu un effet de surprise au fait que ça a super bien marché, que je me suis hyper investi dans la partie. Alors, toi, tu y as joué, Michel ? Oui, j'y ai joué. Et je sens que tu as détesté. Dans la voix, oui, dans la voix. Alors, non, j'ai pas détesté. Je pense que c'est ma plus grande déception de l'année passée. Ok. Voilà, je pourrais me mettre en boule et pleurer sur la moquette. Tant je veux voir ça. La déception, parce que j'ai trouvé ce jeu d'une créativité dingue. Oui, c'est ça. Et de ce point de vue-là, c'était super, et je l'attendais, et j'y ai joué puisqu'il pouvait concourir aux As d'Or cette année. Et plus je jouais, plus je me disais, Michel, tu détestes les jeux narratifs et celui-ci te prouve pourquoi tu les détestes. C'est vrai que tu détestes les jeux narratifs, ouais, ça c'est vrai. Arrêtez de faire des jeux narratifs, les gars, si vous ne savez pas écrire, si vous n'avez pas d'imagination, ou bosser avec, je sais pas, des romanciers, allez-y, c'est le moment, mixer les compétences. Mais il y a un moment... je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas massacrer le jeu parce que je pense que j'ai pas envie d'une part de déflorer des éléments qui sont rentrés dans des débats d'As d'Or, j'ai pas envie de citer d'autres personnes, je voudrais pas que ça glisse de ce côté-là, mais je suis sorti du jeu en me disant, vous me faites la même chose, mais sans aller vers une espèce d'univers de fantasy bidon, machin truc, vous me faites ça avec, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, ou enfin je sais pas, Angel Art, vous me le faites à New York avec un détective qui enquête sur des meurtres vaudous, la notion d'enquête a un sens, la notion de découvrir des indices a un sens, la notion de trouver des mots a un sens, la notion de trouver des codes a un sens, et tout ça fera que je serai embarqué dans un récit narratif, et pas qu'à un moment je fais ma française des jeux où je suis très fier en me disant bon alors là j'ai 4 cases que je vais pouvoir utiliser, j'ai compris que je dois me centrer sur le A, donc je vais plutôt faire ça, je vais aller vers le bas et tout, et qu'à un moment, oh chouette, j'ai découvert le mot pétunia. Voilà, et c'est là que je me dis mais pourquoi ça n'a pas matché à un moment? Je peux comprendre ce que tu... Alors après je sais pas comment est la démo versus le... Ce n'est pas le jeu. Voilà, ce n'est pas le jeu. Je le dis, c'est un truc... Mais moi sur la démo... Je trouve que le jeu est mieux que la démo au début, mais qu'après... Ça ne tient pas là. En fait, il touche à ses limites. Moi, j'ai trouvé il y avait un truc qui était ultra original et... Ah oui. Et c'est pour ça que je suis hyper triste. Et moi, j'ai été bluffé en fait que ça fonctionne. Je veux aimer ce jeu. Ouais, je veux qu'ils gardent leurs principes et je veux qu'ils me disent on va bosser avec Nico Taki en frontilier ou j'en sais rien et on va te proposer un univers incroyable. Le texte d'ambiance, je les ai lus au-delà de passer la deuxième carte, je lisais en diagonale, mais ça moi je reconnais déjà je le confesse, j'ai un problème de lecture, c'est-à-dire que je lis paragraphe par paragraphe et pas vraiment comme il faut si je ne lis pas à haute voix, donc c'est pas bien et voilà. Je trouvais pas que c'était mal écrit. Après, l'univers était assez, voilà, comme tu dis, t'as du mal à t'y projeter et tout.
Mais moi, j'ai été bluffée du comment j'ai réussi à m'engager dans un truc qui, sur le papier, n'était absolument pas séduisant, en tout cas. Oui, mais parce que je pense qu'ils vont trouver quelque chose qui est magique. Et c'est pas pour rien que la Française des Jeux est riche. C'est gratter. Enfin, ce truc, n'importe quoi. La première grande surface qui organise un concours, si vous achetez... Ah mais moi, pour c'est pas 10 balles, gratter, c'est chercher les mots, quoi. Réfléchir à la logique des mots. Parce que tu grattes. Les deux sont liés. Mais moi, c'est pas moi qui gratte, en plus. Oh, oui. Moi, j'ai jamais gratté. Moi, j'aurais pas réussi à gratter. Je parle pas de l'activité mécanique, je parle du fait que ça va se découvrir lentement, mais sûrement. Qu'on fait tomber ce brouillard étrange. Et tout. Je vois ce que tu veux dire. Et qu'il y a l'excitation, et puis, oh merde, on n'a pas pris le bon A, on a la croix, enfin, on s'arrête là, enfin, voilà. Et c'est ça que je trouve le jeu brillant pour ça, brillant pour l'idée, je trouve le jeu brillant en termes de fabrication. Mais après, voilà, moi j'ai vraiment vécu un soufflet. Alors je sais, et je le redis, j'ai un problème avec les jeux narratifs. Je trouve que les jeux narratifs, c'est souvent le Canada Dry de... Je suis en accord avec toi. C'est la bière sans alcool. J'avais dit ça un jour, donc je vais le répéter parce que c'est le podcast où je répète des vieilles références. Oh. Voilà, c'est le jeu narratif, c'est la bière sans alcool du jeu de rôle. Du jeu de rôle, du roman, enfin du jeu. Non mais c'est sûr, ça c'est sûr, puis qu'il y a un problème d'écriture souvent. Ouais. Mais quand un jeu narratif a un vrai travail d'écriture, ce qui est pire, c'est que les textes que j'ai lus étaient pas mal écrits en eux-mêmes, mais c'est les intrigues dans lesquelles tu as du mal toujours à te projeter. Voilà, parce que tu veux surcréer un univers. En fait, tu n'as pas envie de lire, tu as envie de le faire. Voilà, et tu as envie de faire. Et c'est pour ça que je disais, mets-moi un environnement. Et la narration, elle devrait se passer par le faire et pas par le lire. Voilà. Mets-moi dans un environnement contemporain où il y a plein d'éléments qui me sembleront déjà logiques et acquis, et je basculerai naturellement. Et là, le faire aura un sens et sera lié à ma narration. Voilà, ça c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et j'adorais mes jeux, et malheureusement, ça a été... Mais en fait, je fais quand même un énorme big up à Alexis, qui m'a vraiment dit de venir et tout, et moi, j'ai été quand même assez épatée, en fait, par l'expérience, et c'est peut-être pas parfait, mais je préfère toujours un jeu audacieux dans le sens créatif, imparfait, et avec tous ses défauts, que... tous les jeux ultra bien calibrés et tout qui te procurent, comme je disais tout à l'heure, un truc ultra plat, quoi. Enfin, voilà, je préfère un peu ça, quoi. On avait dit 3 jeux chacun. Maintenant, vous avez voulu tricher. Ouais. Et je vais mettre le chrono et vous avez 1 minute pour parler d'un 4e jeu, et uniquement vous, parce que moi, je ne triche jamais. Tu vas tricher, Paul Gras, tu vas voir. Microlonie, chez Fantasy Games. Un jeu où tu gères des colonies de fourmis, c'est à la mode. Où le système mécanique tourne autour de l'awalé. Donc on égrène des fourmis dans son awalé qu'on va se construire. Donc il y a en même temps un côté engine building, je ne sais pas comment on peut dire, de construction c'est pas des cavernes, de pièces pour nos fourmis. Et en même temps, on va égrener ces fourmis pour faire l'action sur la dernière case où on arrive. Et donc les actions, par contre, sont plutôt traditionnelles. Aller chercher des objectifs, aller chercher d'autres galeries, aller embêter les autres sur le territoire. C'est des interactions directes, pas trop méchantes quand même, mais directes. C'est un jeu expert très 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 prometteur. Voilà, vraiment très chouette, très prometteur. C'était en proto. Il y a plein encore, il y a du boulot dessus. Ils veulent le sortir pour Essen. Ça me paraît rapide parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail dessus, de développement encore, mais c'est très prometteur, c'est très agréable. On était 4, on a adoré notre demi-partie parce qu'on a quand même joué 1h30 avec explication. Et donc, mais je pense que ça tourne en 1h30 en tout quand on connaît le jeu. Et on a tous adoré et on a très très hâte que ça sorte. Donc vraiment, Microlonie, c'est très enthousiasmant et je crois que voilà, c'est une belle surprise. Cool. Plein d'échos vont dans ce sens-là. Ta minute à toi. Ah ouais, alors je vais parler de Savage Ball. Ah ben non, j'ai pas joué. Paul Gras y a joué. Paul Gras, c'était bien Savage Ball. Savage Ball, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de pli avec un petit twist qui rappellera un peu, enfin le truc où c'est le deuxième qui l'emporte. Voilà, on a pas mal de jeux où on sait ça, où parfois donc on a une première partie où c'est le deuxième qui a la valeur la plus haute dans le pli qui va l'emporter. Mais et celui qui a joué la carte la plus forte en valeur et qui du coup ne remporte pas le pli, lui
devra passer son tour et donc défausser une carte de sa main, ce qui peut être très avantageux. On va comprendre pourquoi. Parce que pour pouvoir marquer des points, il ne faut pas faire plus de 2 plis, sinon on explose. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ça peut être un chouille long. Quand on regarde le match du PSG Monaco en même temps, peut-être que c'était ça. C'était un élément de contexte qui nous... Ouais, parce que le jeu est pas, Moi, très dynamique et rapide. Hein ? Oui, ouais, mais on a eu une remontada en plus digne de FC Barcelone. Pour ceux qui ont vu le match de 2000, je crois que c'était 2017. Je sais pas. PSG Barcelone 2017. Le football m'intéresse. Ah bah alors, niveau sport, je pense que c'est. Je demanderai des commentaires de ceux qui se rappellent. Je crois que le match de février 2017. PSG Barcelone, c'est un bel exemple de remontada où bien évidemment c'est le PSG qui en a fait les frais. Moi j'ai trouvé ça ultra cool. Je pense que j'en avais déjà discuté, mais pas dans l'émission, mais en off. Donc le nom me disait quelque chose. Et voilà, j'ai passé un super bon moment à y jouer. Et alors, en plus, on était voilà, vous avez compris que c'était pas sur le salon de Cannes puisqu'on regarde un match de foot en même temps. T'as dépassé la minute là. Putain, ouais. Oh, mais et tu as triché, t'en as fait un de plus. C'est quand même. Ouais, vraiment, c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable. Alors, donc j'ai droit à un. Bah oui, t'as un. Allez, en une minute. Non, mais je te laisse choisir parce que c'est ton podcast et que je t'ai piégé juste avant. Est-ce que tu veux que je parle de Blood on the Clock Tower ou bien de All In? Ah non. Ça dépend. Si tu vas dire du mal All In, t'aimes bien ou t'aimes pas? Il faut jouer pour le gars. Dis Blood on the Clock Tower. Je déteste ce jeu. Ah, mais vas-y. Ah bah alors vas-y alors. Donc, ne vous laissez pas convaincre par la hype. Par contre, là, je vais vous proposer une analyse. Donc, globalement, c'est un loup-garou. C'est un principe de loup-garou. Donc, jeu de rôle. Jeu à rôle caché. Jeu à rôle caché. Information partielle, voire parcellaire. Et surtout information dégradée, puisque énormément d'effets vont modifier les rôles. Si tu es Yves, tu penses que tu es quelqu'un d'autre, mais en fait tu fais un truc que peut-être... Mais seulement les nuits de pleine lune. Voilà. Et tout le monde s'excite sur ce... Pas tout le monde. Il y a une grosse excitation autour de ce jeu. Alors méfiez-vous, on survend le jeu. Il y a une grosse hype qui est très étrange. Mais je vais me livrer une petite analyse vite fait. Je trouve le jeu brillant par un aspect, à savoir que c'est un jeu qui fournit énormément d'émotions et de souvenirs par ce qu'il n'est pas, et une fois qu'il est terminé. Alors dit comme ça, c'est drôle, mais je trouve ça brillant, parce que les gens qui vous le survendent, ce sont ceux qui ont été maîtres de jeu et qui sont au courant de toutes les clés et de tous les mystères. Et une partie se termine soit par la victoire du démon, soit par la victoire des villageois, et le maître de jeu réexplique l'histoire et toutes les implications. Et c'est là que c'est à bien. Ce moment-là, vous refaites l'histoire. Et à ce moment-là, vous la rejouez et vous en rediscutez. Et en fait, le débriefing... Et ça altère les souvenirs un peu du... Évidemment, puisque tous les raisonnements et toutes les discussions sont basés sur des biais de confirmation et autres. Et là, il y a des révélations qui vont impliquer d'autres choses. Et les débriefings sont presque aussi longs que les parties d'une certaine façon. Et la force, elle est là. Parce que quand les gens vous parlent d'une partie, ils ne vous parlent pas de ce qui s'est réellement passé dans la partie. Mais de la partie. Ils vous parlent de la partie qui leur a été racontée, dans laquelle ils se redonnent un rôle, et en disant, et comme j'ai fait ça, lui qui était ça ne savait pas que. Et ça, c'est brillant, parce que dans les jeux à rôle caché, je vois pas d'autres jeux où il y a cette mécanique de post-partie. On ne débriefe pas une partie de loup-garou. Elle a eu lieu, on va peut-être se dire, oh là c'était pas juste, t'as pas fait ça. Dans Loup-garou pour une nuit, mais comme c'est très très rapide, t'as un peu de ça. Parce que c'est la mécanique elle-même qui quelque part recrée le truc. Mais c'est ça, c'est que dans Loup-garou pour une nuit, ce que tu fais en jeu, c'est exactement ce débriefing. Voilà. Et c'est pour ça que Loup-garou pour une nuit est un excellent jeu. Très efficace de ce point de vue-là. Mais ça n'offre, comme il est très court, ça n'offre pas l'investissement. Tu peux pas avoir les mêmes émotions. Et voilà. Mais ça n'offre pas toutes ces émotions et toute cette reconstruction intellectuelle, cognitive, narrative. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on touche à cette notion très différente entre la mémoire et le souvenir. Oui. Et on est dans cette reconstruction de souvenirs, et la partie est reconstruite, et rejouée, et redébattue. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir dégradé en permanence l'information, de l'avoir facilite que le souvenir l'emporte sur la mémoire. Le souvenir l'emporte sur la mémoire. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est brillant. Mais en jeu, je trouve que ça reste un jeu à rôle caché
où les grandes gueules resteront les grandes gueules, la méta prendra la place sur la méta et tout. Et ce que ça rajoute, c'est juste des machins qui vont venir tordre les choses pour on va compliquer, voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, on a fait le tour parce qu'on a dit on va pas faire des trucs exhaustifs. Déjà, on a fait 4 joules alors qu'on avait dit qu'on en faisait que 3. On a déjà Et j'ai pas parlé d'All-in qui est très bien. Oui, c'est très bien, All-in. All-in, c'est vraiment très bien. All-in, c'est très bien. Alors, moi, j'y ai joué. Ouais, et c'est mais très bien. Il y a un truc pour moi qui va vraiment. Enfin, c'est pas mal, mais il y a un truc qui est pas bien dans le jeu, c'est qu'on peut passer. Et ça, pour moi, ça casse tout. Le truc génial, le truc qui pouvait être top, que ce soit un jeu à marche forcée. Et le fait de passer, pour moi, ça casse ça parce que ça n'oblige pas à casser sa main. Et non, il n'y aura pas de commentaires. Je vous vois, monsieur Dufresne, vous exciter. C'est top. Eh bien, je pense que tu n'as pas joué avec la bonne règle. Ouais, moi aussi. Donc voilà, on avait dit qu'on faisait 3 jeux, on en a fait 4, on a triché. Merci beaucoup, parce que là, on est fatigué quand même. Un peu, mais. Je vois que Meeple Jaune, elle est. Ouais, j'en peux plus. Elle en peut plus. Non, on est surtout énervé parce que Paul Gara nous censure, on voulait parler de lui, mais on peut pas. Ouais, je censure tout le monde. Bon, alors, voilà, on a un débat. On peut plus rien dire. Pour tout le monde, on peut plus rien dire. All-in, vous avez tous les deux adoré. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. On a un débat sur un point de règle et sur l'impact que ça a sur la partie. Donc j'invite tout le monde à aller y jouer et de vérifier avec quelles règles on a joué. Oui, et à bien lire les règles. Voilà. Et bien lire les règles. Et bien lire les règles. Peut-être qu'on me les a mal expliquées, mais je ne crois pas. Parce ce sont que des règles qu'on explique facilement, mais en fait, c'est pas les vraies. Non, mais en fait, j'ai 2 sources sûres. Je sais que je joue avec les bonnes règles. Et moi, je pense que ça ne produit pas cet effet. Et ce alors, on relance le débat et alors on va pas couper. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc, on remercie les auditeurs et auditrices qui auront écouté ce podcast. Je vous remercie 1000 fois d'être. Merci à toi. D'avoir pris le temps. De venir dans ta chambre. De venir dans ma chambre. C'est toujours très important. Parce que moi, j'envoie des messages à Michel Dufresne en lui disant rendez-vous dans ma chambre, je suis avec Amélie. On s'est dit. Et ma réponse fut un plan à 3, tu sais parler aux hommes. Donc, je pense que c'est bien pour couper là-dessus, c'est bien. Toujours très classe. Nous, on va aller dîner maintenant. Moi, j'allais me coucher. Enfin, j'ai à peu près une demi-heure de marche avant. Donc... merci 1000 fois d'être venu. Et voilà, on remercie tout le monde. Ciao, ciao. Cette émission, enregistrée en présentiel à Cannes le 27 février 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram, sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.